Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bon, alors ce soir, c'est le nouvel arrivant qui présente. Comment il s'appelle Tuk Tuk. Non, c'est pas Tuk Tuk, c'est Toulou. Tuk. Non, moi je sais, moi. C'est Riri Loulou. Non, c'est Koulou. N'importe quoi. Non, mais Coucou. non, vous hallucinez, les gars, c'est pas ça du tout. Coucou. Bon allez, stop les gars, on va commencer là. Ah, c'était l'appel de Tuk Tuk. Bam. Bim. Bouya. Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute du 249e épisode de Comics Outcast, votre podcast favori dédié aux comics, à la bande dessinée américaine et à leurs univers foisonnants. Je suis Ktuktu, fraîchement arrivé dans l'équipe et j'ai déjà le plaisir de présenter cette émission en compagnie de 3 formidables personnes autour de cette fort belle table. Mais c'est toi qui es formidable. Mais non. Et je sais pas quoi dire. Et donc, je commence avec Matt Satonaka. Ouais. Mais le ça retour. Oui, écoute, ça va. J'ai raté l'épisode de rentrée, mais cette fois-ci, je ne raterai pas le 2e épisode de rentrée, puisqu'il n'a aucune valeur symbolique, mais c'est pas grave, vu qu'il va être très bien. Est-ce qu'un 2e épisode de rentrée, c'est encore un épisode de rentrée ? On est en septembre, ça passe. Ouais, c'est encore bon. Ouais. À ma droite... C'est comme l'université, il commence en octobre et tout, pareil. C'est vrai. À ma droite, j'ai Jean. Comment ça va ? Ça va bien. Bienvenue, même si tu es là depuis longtemps. Non, mais moi merci. le nouveau. Bienvenue à toi alors. Et enfin Mathieu. Salut Tuk. Ça va ? Ça va super bien. Content de te revoir. Bah ouais, pareil. Bah très bien. Est-ce que vous êtes chaud pour parler de comics ? Ouais. Plutôt. Il va y avoir de la bagarre, il me semble. Ouais. C'est possible. Eh bah très bien. Évidemment, on remercie le Studio 17 qui nous héberge encore pour cette saison. Les travaux sont terminés, c'est vraiment hyper beau. Là, en plus, on est magnifique. On enregistre vraiment dans le spot. C'est incroyable. Dans un magnifique décor. Et petit rappel, si vous avez loupé l'épisode précédent, allez l'écouter, on parle de Superman, il est trop bien. Le conducteur de l'émission a un peu évolué cette année. D'habitude, l'émission était en 3 parties, review, focus et hors les bulles. Mais nous avons décidé de couper la poire en 2. On démarre toujours par les reviews, ça change pas. Mais maintenant, on part soit sur un focus, soit par un hors les bulles. Et cette fois, ce sera un focus. Ça nous offre plus de temps pour lire, préparer et vous proposer des discussions encore plus riches. Bon alors attendez, je vérifie mes notes. Blague d'intro check, présentation de check, remerciement de check. Comics Podcast 249. Allons-y. C'est parti pour les revues de la semaine. Chaque chroniqueur choisit une série en cours dont au moins les 3 premiers fascicules sont sortis. Tout le monde les lit sauf moi, même si j'ai un peu triché. Et on en parle tous ensemble. L'objectif, c'est de vous présenter des séries récentes et de vous encourager potentiellement à lire si c'est votre truc ou pas. On commence avec Jean qui va nous parler de The Amazing Spider-Man. Je connais pas. The Amazing Spider-Man, donc un relaunch au numéro 1 qui a eu lieu au début de cette année. Voilà, j'ai dépassé les 3 premiers numéros, mais on va déjà parler de ça. Alors, qui est aux commandes de ce nouveau relaunch ? L'écriture, nous avons Joe Kelly, un auteur reconnu qui exerce depuis le milieu des années 90. On lui doit beaucoup de Deadpool, X-Men, mais aussi Superman, JLA. Et en passant, c'est aussi le co-créateur du studio Man of Action, qui était le studio qui faisait Ben 10, et dont Joe Kelly d'ailleurs a écrit quelques épisodes. Trop bien. Au dessin. Est-ce que JLA, c'est le grand frère de Jello ? Je crois que je ne vais pas rebondir. Au dessin, nous avons Pepe Larraz, dessinateur espagnol qui travaille depuis les années 2010. Et on le connaît surtout pour avoir travaillé sur les X-Men de Jonathan Hickman, notamment sur le début, le diptyque Oxbox. Et ensuite, il a travaillé sur la saga Blood Hunt. Enfin, un habitué de la maison Marvel. Et à la couleur, nous avons Marte Gracia, coloriste mexicain de grand talent qui travaille depuis un petit moment déjà sur Spider-Man. Alors donc, nous voilà repartis. Encore un relaunch au numéro 1 pour The Amazing Spider-Man. Et il était temps.
J'avais chroniqué ici le dernier relaunch en date, le précédent, et je profite de cette tribune qui m'est offerte pour faire mon mea culpa auprès des auditeurs qui auraient entamé la lecture de ce run suite à mes conseils. Parce que le relaunch précédent, donc par Zeb Wells et Romita Junior, eh ben, à l'époque, en me basant sur les 3 premiers numéros, j'en avais dit plutôt du bien. Disons en tout cas que j'étais plein d'espoir pour la suite. Il s'est avéré que c'était le pire run de Spidey que j'ai lu. Et croyez-moi, j'en ai lu un paquet et un paquet de mauvais. Donc je peux pas vous dire, j'avais les yeux qui saignaient tellement c'était affreusement mal écrit. C'était atroce, j'en pouvais plus. J'attendais donc ce nouveau relaunch avec hâte et aussi évidemment un peu d'appréhension. Pas l'envie de me faire avoir encore une fois. Donc, avant de vous dire ce que j'en pense, je vais commencer par un bref résumé de ces 3 premiers numéros. On commence avec un Peter Parker, une fois de plus au chômage, qui passe une série d'entretiens d'embauche, entrecoupés de séquences d'action de Spider-Man. C'est rigolo, c'est efficace, ça permet de refaire un point rapide sur son parcours, le fait qu'il a été un étudiant brillant, qui a enchaîné une vie professionnelle chaotique, faite de nombreux emplois dans des entreprises et autres labos de recherche, où il a toujours fini par perdre son emploi en raison notamment d'un taux d'absentéisme battant tous les records. Et rappelez au passage qu'il a été le PDG des éphémères Parker Industries. Ça nous renvoie au run de Dan Slott, peut-être le dernier bon run en date, et justement ça commence déjà bien à dater. Bref, après cette série d'entretiens d'embauche catastrophiques, il est contre toute attente engagé dans une entreprise grâce aux recommandations d'un ami d'enfance, Brian Nehring, dont on découvre lors des nombreux flashbacks qui émaillent le récit qu'il a fait les 400 coups avec un Peter Parker adolescent en pleine crise d'adolescence. Alors je précise que le personnage de Brian Nehring est une invention de Joe Kelly pour ce run, on n'en avait jamais entendu parler avant, c'est une sorte de mini retcon, j'y reviendrai. Peter est donc engagé chez Rand Industries et lors de son premier jour, il est obligé déjà de s'absenter pour aller stopper le Rhino qui est en mode full rampage dans les rues de New York, du classique Peter Parker qui doit essayer de composer entre sa vie professionnelle et son activité de super-héros. Le Rhino ne semble pas dans son état normal et lors d'un affrontement spectaculaire, il finit carrément par faire un malaise cardiaque et Spidey doit le réanimer. C'est quand même pas mal pour un premier jour de boulot. Le soir, on retrouve un Peter toujours occupé par le fait que le Rhino n'était pas dans son état normal et qui passe une soirée entre amis, un double date. On découvre Shay Marken, le nouveau date de Peter, qui lui propose d'être en relation libre, en attendant peut-être plus si compatibilité, on verra. Et il y a aussi son pote Randy, travailleur social, qui lui apprend qu'il y a beaucoup de comportements étranges en ce moment à Harlem. Et comme le Rhino habite justement à Harlem, Peter se dit qu'il y a peut-être un lien et il décide d'enquêter. Il se rend chez le Rhino, qui est absent car à l'hôpital, et il se fait attaquer dans l'appartement du Rhino par un mystérieux vilain qui le bombarde de toxines anxiogènes qui vont le mettre dans un état hallucinatoire jusqu'à la fin de l'arc, quasiment, l'arc faisant 5 numéros. Je ne vais pas développer plus l'histoire, c'est donc le début de ce nouveau run. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce début d'histoire ? Eh bien, j'en ai pensé que les dessins sont extraordinaires. Voilà, ils sont vraiment fabuleux et franchement c'est pour ça qu'on continue à lire. Le découpage, la fluidité, des poses iconiques, c'est ultra dynamique, les scènes d'action sont vraiment incroyables, notamment la première séquence avec le Rhino. Les couleurs sont fantastiques aussi, la séquence où il s'introduit dans l'appartement du Rhino est mise en couleur d'une façon excellente. À la fin il y a une splash page d'hallucination qui est formidable. Donc, des dessins au top du top. Mais alors l'histoire, bon, c'est pas mauvais, c'est pas du tout catastrophique, hein, comme le ou les runs précédents, mais c'est sans surprise, quoi. C'est vraiment tout à fait sans surprise. On est dans du classique Spider-Man, Peter Parker, ses problèmes de boulot, Peter Parker, ses problèmes de date. Alors, on essaye de mettre des choses nouvelles. Alors, cette petite retcon avec Brian Nehring,
pourquoi pas, même si on a du mal à s'imaginer un Peter Parker faisant une crise d'adolescence, ça correspond pas tellement au personnage qu'on nous a présenté jusqu'ici, mais pourquoi pas, il faut bien laisser la porte ouverte à quelques nouveautés, mais voilà, c'est basique. Alors, pour une série mainstream comme Spider-Man, quand on est un vieux fan comme moi, on est un petit peu... et je vais faire une comparaison footballistique, moi qui ne regarde pas du tout le football. Mais c'est un peu être supporter d'un club de foot. Quoi qu'il arrive, on le soutiendra toujours, quoi. Donc, dans les mauvaises périodes, dans les très bonnes périodes. Et puis, quand il y a eu des très mauvaises périodes, quand ils sont pas mal et qu'ils font quelques matchs nuls, c'est déjà ça de prix, quoi. C'est-à-dire que tu suis Spider-Man même en Ligue 2, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Donc là, il était descendu, je sais pas comment ça s'appelle les ligues, mais il était descendu en Ligue, le fin fond en de National machin. 2. Ils sont remontés en Ligue 2. Voilà, pour un vieux fan comme moi, des histoires basiques avec des dessins extraordinaires. C'est toujours ça de prix, mais c'est vrai que c'est un peu juste. Et puis bon, je voulais en savoir plus. Il y a 11 numéros sortis, je les ai lus, les 11. Et alors, spoiler alerte, la qualité d'écriture s'améliore pas vraiment. Et en plus, Pepe Larraz ne fait pas du tout tous les épisodes, c'est-à-dire qu'à la fin du premier arc, il s'en va. Il est remplacé pour un temps par Romita Junior. Alors Romita Junior, je l'ai souvent défendu ici. Je l'aime bien, mais malheureusement, je suis obligé d'admettre qu'après Pepe Larraz, du coup, il fait très daté. Et en plus de faire très daté, franchement, et je crois qu'il est arrivé à un moment où il se foule plus beaucoup. Malheureusement, il y a quand même pas mal de planches qui sont... qu'on a l'impression qu'il a bâclé très vite. En plus, ça doit faire un sacré choc visuel, parce que là, je feuillette le dessin de Pepe Larraz, c'est super beau, c'est vraiment... mais alors, de ce que je connais de John Romita Jr., c'est vraiment du Spider-Man très musculeux. Ça doit être très très différent, non ? Ah oui, c'est complètement différent, et surtout, et je dis ça en plus en aimant plutôt les dessins de Romita Jr., mais par contraste, ça fait terriblement daté, quoi. Donc c'est dommage, quoi. Donc je vais continuer, hein. On est remonté en Ligue 2, on va peut-être faire tu gardes espoir quand même. Mais voilà, je le conseille aux fans inconditionnels de Spider-Man, parce que c'est vraiment mieux que ce qu'il y a eu avant. Mais on espère quand même que ça va monter plus haut. Peut-être jouer les barrages pour la Ligue 1, quoi. Voilà. Je suis curieux de savoir ce que mes camarades en ont pensé. Pas grand-chose en fin de compte. C'est assez insipide, moi j'ai trouvé. Il y a des choses qu'on attend, il y a des classiques qu'on attend de Peter Parker. Le coup, moi, des entretiens d'embauche dans les entreprises tech et tout machin, Peter Parker qui est en costard et tout, déjà je me suis dit mais qui êtes-vous, monsieur, où suis-je? J'ai pas accroché, et le reste de l'histoire, sincèrement, moi il y avait rien à raconter. J'ai trouvé que cette première issue, alors ça passe pas le mur d'Adrien, je sais pas, Adrien, je sais pas si tu es toujours connecté, mais sache que ça passe pas le mur d'Adrien. Le mur d'Adrien, c'est qu'il faut que dès la première issue, ça bastonne, ça cartonne et ça te donne envie de suivre. Là, il y a une espèce donc ça va être l'épisode des anglicismes, hein. Il y a une espèce de cliffhanger, de suspense à la fin, où effectivement il a ses hallucinations, qui convoque tous les méchants de sa mythologie qui arrivent. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe-t-il, même si tu vois qu'ils sont tous rouges, donc tu vois bien qu'il y a un truc qui est pas normal. Oui, c'est assez clair que c'est une hallucination. Et moi, ça m'a pas intéressé. La suite, guère plus. Il y a ces personnages là qu'on ne connaît pas, qu'on nous sort du placard. Tu te dis, mais où est Gwen Stacy, où est Mary Jane? Donc une nouvelle, pourquoi pas. Les personnages tels qu'ils sont présentés. Où est Gwen Stacy Non, mais dans la première. Hein? Dans cette version-là, elle est morte. Ah oui, on est sur Amazing Spider-Man, la suite donc du elle est au depuis cimetière. les années... elle est au cimetière. C'est ça. D'accord. En fait, je suis pas super. Il y en a tellement
des reboots de Spider-Man que je sais pas où on en est, dans quel. Ah mais oui, mais c'est-à-dire Surtout alors, que je crois qu'en plus, juste- Gwen Stacy, elle n'a pas été ressuscitée dernièrement. Si, il y a pas longtemps, Mais Bah oui et non. Techniquement, et moi, je la Gwen croyais, Stacy mais- de l'époque n'a jamais ressuscité. Après, Ok, elle a très eu bien. des clones et elle a eu des variants du multiverse. Mais la Gwen Stacy a jamais été ressuscitée. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, Oui. Matt, effectivement, on est dans le cadre de ces fameux relaunchs au numéro 1 qui ne sont que cosmétiques. C'est-à-dire que là, en fait, ça continue, c'est la même continuité. Ouais. Et ils appellent ça numéro 1 pour relancer les ventes. Et ça va même plus loin que ça pour dire à quel point c'est uniquement cosmétique. C'est que sur la couverture, tu as à la fois le numéro de la nouvelle numérotation, donc la numéro 1, et en dessous, tu as l'autre numérotation, je crois que le numéro 965. 965. Voilà, ouais. en fait, c'est le numéro 965. Legacy, ouais, Legacy 965. Ok, Bah, d'accord. histoire de faire le numéro 1000 C'est bientôt pour et tout. pouvoir faire le Ah numéro ouais. 1000 bientôt, évidemment. Bon. Peter Parker, tel que moi je l'aime bien, je ne l'ai pas retrouvé là. Le petit araignée sympa du quartier, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé, Peter Parker, inconséquent. Je le trouve dans ces 3 issues, dans ces 3 fascicules, je l'ai trouvé inconséquent. Les personnages tels qu'ils sont présentés sont pas très attachants. Et c'est là où il peut y avoir première bagarre, mais tout est question de goût, donc il n'y aura pas bagarre, bien évidemment. Moi, le style de Pepe Larraz, Ah, t'aimes pas? j'ai l'impression de regarder Le Seigneur des Anneaux tout le temps, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir des elfes à chaque fois, avec les pommettes extrêmement hautes, très saillantes, les yeux qui sont très tirés. Ils auraient tous des oreilles pointues, que ça m'étonnerait pas. Tu vois, c'est bien pour faire une tête à la Namor, mais avant qu'il soit refurbished, avant qu'il soit refait dans les films, et puisque maintenant il va ressembler certainement à celui qui est dans les films, mais il avait cette tête-là un peu. Donc, et puis les styles de Pepe Larraz, si tu veux, même quand il s'occupait des X-Men, c'est une question de goût après. Je suis pas super fan. Voilà, c'est tout. Alors, s'il fallait compter là-dessus pour continuer, non. Oui. Alors si en plus tu dis derrière que Romita Junior il fait de l'abattage, ça donne vraiment pas envie. Et également, tu vois la façon dont l'histoire est racontée, j'ai eu du mal. La façon dont c'est coupé, j'ai eu du mal. J'ai bien compris, si tu veux, au bout d'un moment, que il y avait donc je parle toujours de la première issue parce que tu as parlé que du premier fascicule, mais cette alternance d'entretien d'embauche, scène d'action et tout, sauf qu'à un moment donné, il est assis et puis il y a son lanceur de toile qui déconne. Ouais. Et je me suis dit, mais attends, c'est pendant l'entretien ou c'est pendant, voilà. Donc j'ai eu un petit peu de mal. Et bon, voilà, vous avez compris que j'ai pas bien accroché. Ah bon? J'ai pas continué après la troisième, mais j'ai fait mes devoirs. Hein. J'ai pas continué après le troisième fascicule, et je pense que il y a trop, Il y a peu de chances que tu continues. il y a trop des comics. Il y a trop des trucs à lire, et Tu veux soutenir d'autres équipes, quoi. T'es T'es plus Guingamp que Spider-Man. en avant Guingamp. Voilà, donc non, pour moi, c'est... Je comprends aussi que c'est une ongoing, donc il va y avoir une maxi chier de numéros, donc peut-être qu'ils prennent leur temps pour développer le truc, mais même là, au bout de 3, je vois pas, quoi. Donc je suis très déçu. Voilà, je suis très déçu. Et toi, Mathieu? Eh ben moi je suis à peu près dans la même humeur que Matt là-dessus. Déjà j'ai beaucoup de mal maintenant avec les ongoing de super-héros. Enfin, j'ai un peu l'impression qu'ils ont un peu tout raconté et que j'ai vraiment du mal à me lancer dans des... C'est Jean qui dit ça d'habitude, on a tout Oui, c'est raconté. vrai, on a tout raconté. Non, mais j'ai vraiment l'impression que c'est terminé pour moi. Enfin, et en plus je trouve que ça souffre vachement de la comparaison avec le Ultimate Spider-Man de Hickman qui sort en même temps et qui est vachement plus nouveau, vachement plus frais à lire, quoi. Non, je suis pas emballé, j'ai l'impression d'être en plus, alors j'ai pas lu du tout les runs d'avant et tout ça, les personnages j'en connais aucun, j'ai l'impression d'arriver dans une soirée avec personne, avec que des gens que je connais pas, tu vois, où je sais pas de quoi ça parle. Alors j'aime bien plutôt les petits flashbacks. Je trouve que c'est une nouveauté au moins par rapport à... Alors effectivement ça colle pas, on a du mal à se l'imaginer comme ça en effet, mais bon au moins c'est un peu nouveau. Et sinon point positif, bah oui, les dessins, et même si je trouve quand même que c'est
pas non plus son meilleur travail non plus à Pepe Larraz. Effectivement, il est très fort et tout, mais si en plus tu dis qu'il reste pas. Il revient, il s'absente. Ouais. Je pense que Bah, il échelonne son travail, il vient, il fait Alors- un arc complet, il est absent 2 arcs, il revient, Ouais. il fait un arc. Si je peux remettre un petit peu d'eau chaude dans mon eau glacée, il y a un truc quand même, moi c'est la façon dont il dessine les personnages, ça me plaît pas trop. Par contre, en termes de scène d'action, là il y a rien à dire, Il est c'est fort. nickel. Ouais, non, il est fort. Non, moi faut faire des choix et ça, j'irai pas plus loin parce que, comme je disais, les ongoing c'est compliqué. À part tout l'univers Ultimate que je suis, sinon je suis plus de trucs autres que des mini-séries ou des one-shots. Non, déception parce que c'est quand même plutôt un de mes personnages préférés, sans être autant ultra que toi, Jean. Mais c'est un des personnages sur lequel j'ai lu le plus de choses et tout. Et là, c'est vrai que y a pas grand chose. Et c'est dommage parce que Joe Kelly, c'est quand même quelqu'un qui a fait plutôt des chouettes trucs. On est d'accord que c'est lui qui a fait Immortal Sergeant et I Kill Giant aussi en sais indé. pas. Matt, non, tu sais Cole, pas Cole. Non, ok. Bon, je crois que c'est lui et qui est vachement profond et tout, quoi. J'espère que Gigoz est sur le chat et va me contredire si c'est faux. Il écoute. Ike Giant, Immortal Sergeant sur Ouais, Joe c'est Kelly. ça. Ah oui. Et Yes. donc, c'est des comics qui sont très profonds, où ça raconte vraiment plein de choses, avec des sujets durs. Bah, c'est peut-être en tout cas un auteur qui est meilleur sur de l'indé que C'est possible, Sur du ouais. Et mainstream. puis, alors peut-être il se fait en effet, peut-être il se fait plaisir entre deux trucs larmoyants comme I Kill Giants et Immortal Sergeant. Peut-être qu'il a envie de se faire un peu plaisir sur Spider-Man, mais ouais, moi non, ça n'a pas marché sur moi. Il se fait plaisir, mais à nous, moyennement. Voilà, c'est ça. Bah oui, c'est dommage quand même. C'est un peu le but. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, ça n'a pas forcément plu à tout le monde. Ça n'a même pas plu à tout le monde du tout. Non, Eh ben, je ça propose n'a qu'on passe plu à à personne même. la deuxième revue. Mathieu, Oui, Tu alors vas nous donc parler de je vais Sleep. vous parler de Sleep. Et c'est Non, pas un Sleep. comics, non, je te vois ricaner là au fond. C'est pas un comics sur ce que met Superman sur son pantalon, c'est le verbe sleep, c'est-à-dire dormir, je crois, c'est ça. Oui. Vous faire confirmez dodo. Vous me confirmez Je sais Donc pas. voilà, donc c'est une série en 8 numéros qui est publiée chez Image Comics. Il y en a 4 qui sont sortis. Au moment de la diffusion, il y en aura 5. C'est une série de Zander Cannon, dont on a parlé dans l'épisode 243 pour la série Smax, qui est un tie-in de Top 10 d'Alan Moore. C'est pas des céréales. Non. Petit-déj, non. Non, c'est pas ça. Et effectivement, il est aussi sur Kaiju Max Ok. actuellement, qui est. Une Ah folie. oh, t'aimes pas? Bon, Matt n'aime pas Kaiju Max. Donc Ça voilà, arrive, hein. ça arrive même à des gens très bien. Le comics nous raconte l'histoire donc de Jonathan. C'est un jeune adulte un peu taciturne, un peu, enfin voilà, qui vit seul, qui a pas l'air d'avoir une vie incroyable. Il travaille au coffee shop de la ville. Et un matin, il se réveille et découvre que sa maison a été un peu saccagée et qu'il y a des restes de vaches dans son jardin, dans son jardin devant sa maison, avec des entrailles, une tête de vache et tout. Donc il fait sa journée un peu perturbé par tout ça. Il raconte tout ça à ses deux amis. Donc Tabitha, qui est une scientifique, on ne rigole pas sur le prénom. Non, Si, on se demandait à l'habitou. À l'habitou Tabitha. je sais pas. Alors, j'ai pas le nom de la ville, désolé. Donc voilà, Tabitha qui est sa copine avec qui il passe tout son temps, et Hip qui est nouvellement revenu, qui est un vieil ami d'enfance et qui fait une carrière de chanteur dans un groupe folk, je dirais. Non, Bah, on sait pas. on sait pas, mais je le verrais bien chanter de la folk. Un groupe surtout qui s'est Oui. splitté. Oui, voilà, c'est ça. C'est pareil, ouais. Donc il revient dans sa ville natale. Le soir, Jonathan il s'endort chez lui et donc le lecteur voit sous son canapé le collier de son chat qu'il cherchait depuis le matin et depuis ce réveil un peu particulier. Le chat de sa maman. C'est le chat de sa maman, exact. Qui est, on sait pas où, mais. On n'en voilà. a pas encore entendu parler de sa maman, c'est vrai. Peut-être demander au père Lustucru. Ah, ben oui.
Mais il s'appelle pas Michel. Dommage. Allez. Ça, c'est rangé. Donc voilà. Donc au début de la deuxième issue, le issue, faut que j'arrête de dire issue. J'ai l'impression de. Là, on dirait bref. que c'est ICHOU. C'est ça, une issue. Donc voilà. Il se réveille au milieu d'un terrible accident. Il est en caleçon et un accident de voiture dans lequel il semble impliqué. J'accélère un peu en fin d'issue 2. Il essaye de s'endormir dans un endroit où il pourra ne pas. Se réveiller dans une galère. Voilà, ne pas se réveiller au milieu d'un massacre parce que maintenant il le sait, il est responsable de ce qui se passe la nuit autour de lui. Donc voilà, j'en dirais pas beaucoup plus. Moi je suis un peu mitigé. Alors d'un côté j'ai trouvé ça vachement agréable à lire et vachement sympa à suivre. Ça se lit très facilement, ça se lit vite. Mais d'un autre côté je trouve qu'il se passe pas grand chose entre le début d'une issue et la fin en fait, les quelques premières pages. Et voilà, on attend juste qu'il s'endorme en fait pour voir dans quelle galère il va se réveiller. J'espère que les 8 issues ne seront pas sur le même modèle parce que ça risque d'être un peu pénible à lire. Et puis en plus, on aimerait bien voir ce qui se passe la nuit, quoi, à un moment donné. Pour l'instant, on n'a rien vu de tout ça. Alors c'est sûrement, je pense, un comics qui gagne à être lu en TPB, c'est-à-dire une fois que ce sera, voilà, une fois que ce sera terminé, moi je pense, parce que ça se lit tellement vite et on a en même temps on a vraiment envie de savoir voilà, le fin mot de l'histoire. Du coup, tu as juste les moments où le personnage principal est réveillé. Quand il dort, tu ne sais pas du tout ce qui se passe. Voilà, c'est entre deux, ce qui se passe la nuit, c'est entre les deux issues à chaque fois. Quand il ferme les yeux, nous aussi. Voilà, c'est ça. Mais bon, moi j'ai vraiment envie de savoir la fin de tout ça. Au niveau graphique, on est parce que c'est assez important dans le comics, on est sur un dessin plutôt cartoon avec une ligne plutôt claire aussi, mais ce qui retient de l'attention, c'est surtout la palette de couleurs avec du noir et blanc, des nuances de gris et un rouge éclatant tel la bonnette ou la casquette de Jean, avec sur des petits éléments en fait du décor, souvent sur les lunettes. Alors je sais pas, il y a sûrement un truc avec les lunettes parce qu'à un moment, le magasin de lunettes. voilà, ouais. il va voir un opticien. Le troisième œil, un truc comme ça s'appelle le magasin de lunettes. C'est ça. Il va voir le lunetier. Je sais pas si ça se dit. Ça se dit. Ça se dit. Le lunettiste. Le Le lunetteur. lunettiste, le lunetteur. Et donc la boutique est toute rouge. Enfin voilà. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, il y a de plus en plus d'éléments rouges. Un coffre de voiture, enfin jusqu'à ce qu'il y ait des pages où quasiment le rouge prend le pas sur le reste. Voilà. Donc en tout cas moi, j'attendrai que ce soit fini pour tout lire. J'ai lu la 4e, j'ai triché un peu, mais Vu la fin de la 3. Oui, c'est ça. Ouais. C'est difficile de pas commencer c'est ça, la voilà. 4e. Oui. Hein. On a voilà, c'est un peu page turner. On a vraiment envie de savoir ce qui se passe, mais je trouve que entre les moments vraiment importants, je trouve pas qu'il se passe des tonnes de choses, quoi. Voilà, c'est là où je suis un peu plus mitigé, mais ça reste plutôt une chouette lecture pour moi. Ok. Jean, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est je veux la suite. Eh oui. C'est ça. Je veux la suite. J'ai trouvé ça hyper prenant. Graphiquement, j'aime bien. C'est un trait qui fait plus. Vraiment plus comics indépendants, voilà, et avec ces teintes de rouge, il y a un jeu d'ailleurs sur le rouge. Il y a un moment un peu étrange où il y a un clochard qui peint, qui écrit des mots sur la maison du héros, et donc nous tels qu'on les voit, c'est écrit en rouge. Et là, le policier lui dit attends, je sais plus la phrase exacte, mais en gros, t'as mis un beau bordel avec ton spray de peinture noire. Et là, alors que nous, on le voit rouge, et d'ailleurs, le clochard dit mais vous voyez rien ou quoi? C'est du rouge. Et bref, et ça, Il était peut-être daltonien. juste on passe dessus, il s'attarde pas dessus, mais bon, on sent qu'il y a un truc un peu Ouais, il y a un étrange. truc Je pense que la colorisation joue un rôle dans l'histoire, à mon avis. Voilà, clairement. Il y a dans l'issue 4 d'ailleurs un petit surgissement du bleu, hein. Exactement. C'est vrai. tout à fait surprenant. Et sinon, pour revenir à l'histoire, moi je trouve ça. Je comprends ce que tu veux dire dans le côté. Dans la journée, il se passe pas énormément de choses, c'est vrai.
Mais je trouve que justement, c'est une idée géniale, ce point de vue. C'est une idée géniale. Et pour tout dire, je suis pas sûr qu'on saura et qu'on verra ce qui se passe la nuit. Parce que si l'auteur se tient à son concept et à son point de vue de manière rigoureuse, eh ben en fait, peut-être qu'il nous racontera l'histoire sans jamais nous montrer ce qui se passe quand il dort. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, tout ce que je peux en dire, c'est que j'attends la suite avec impatience. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ce serait cool qu'ils se tiennent à ça et qu'on voit jamais l'autre côté, quoi. Enfin, ouais, j'avais pas vu ce truc-là, en effet. Matt. Ouais. Mais écoutez, j'ai très apprécié, j'ai beaucoup aimé ce comic book pour plusieurs raisons. Alors, à contrario de ce que j'ai pu dire concernant le Spider-Man dont on vient de parler, c'est très bien raconté. Arrêtez de tirer sur l'ambulance, monsieur. À plusieurs titres, c'est très bien raconté. Alors, je crois que, je radote maintenant. J'ai le droit, hein, ok. J'ai passé un certain âge où j'ai le droit de radoter et de dire des trucs de vieux cons. T'es autorisé. Voilà. J'aime beaucoup qu'on me raconte des histoires. Pour moi, c'est la clé. Là, l'histoire est très bien racontée. Si on va du général au particulier, déjà dans la façon dont c'est coupé entre les fascicules, je trouve que le rythme des fascicules, la précipitation de ce qui se passe à la fin et la reprise lors du fascicule suivant, c'est très bien fait. Ce qui me laisse à penser qu'il sait déjà où il veut aller. Le monsieur, là, le Zander, merci. J'espère qu'il sait où il veut aller et qu'il a son gros morceau de barbac, là, et puis qu'il nous l'a découpé pour chaque repas, parce que, franchement, rien n'est précipité, tout se tient, tout est logique. L'autre point aussi qui me fait dire que c'est très bien raconté, c'est que oui, c'est vrai, il se passe pas grand-chose, mais d'un autre côté, il se passe quand même pas mal de choses parce qu'il court à droite à gauche, il se retrouve dans des endroits improbables, il revient, il essaye de contacter des gens qu'il connaît, etc. Et puis surtout, on explore la ville. Alors, on n'est pas dans Elden Ring, hein, on n'est pas là pour faire de l'explo, mais il explore la ville, qui est une petite ville américaine. Et puis qu'à la fin, finalement, à force de voir les lieux un peu iconiques, le coffee shop, l'église, le laboratoire où travaille sa copine, enfin, qui n'est pas sa copine, mais voilà, qui se fait shipper par le rocker qui vient. Hein, voilà. Alors que bon, on voyait bien qu'il y avait quand même... Il y avait un début, mais... Il y avait un début, mais mon gars, t'as laissé passer ton credo. C'est la vie, ça arrive, ça nous est tous arrivé. Il fait friendzoné. Voilà. Donc il y a ça, il y a la ville, il y a aussi tous les personnages et je trouve que les personnages sont tous très bien positionnés, très rapidement on réussit à savoir qui est qui, ils ont tous leur caractère, il y en a certains qui sont attachants, il y en a d'autres on a envie de leur foutre des paires de baffes, mais on a tous les personnages de cette petite ville, la patronne du coffee shop là avec sa tête bizarre et ses lunettes bizarres, le prêtre, son copain, le fils prodigue, comme lui-même s'appelle d'ailleurs quand il revient en ville. Bref, tout ça. Et donc, une histoire qui est plutôt lente, une ville américaine moyenne, des personnages qui sont décrits, qui sont bien mis dans le truc. Moi, j'y vois un bouquin de Stephen King. Pour moi, c'est un bouquin de Stephen King. Ouais, pas idiot. Où, en plus, tu sais, c'est pas vraiment un huis clos, mais enfin quand même, il y a une unité de lieu. Et ça, c'est super agréable. Évidemment, j'ai lu la 4e. Dans la 4e, l'unité de lieu elle explose un petit peu. Mais tu vois, ça vient renforcer l'impression que j'ai que petit à petit, ça se construit. On va un petit peu plus loin à chaque fois. Tu vois, on avait commencé dans sa piole, là, qui est dans un état... puisqu'il dort sur le canapé, il dort même pas dans le lit. Oui, c'est ça, ouais. Il y a sa piole, petit à petit, il y a les petits commerces. Il y a la mine ensuite, là maintenant, voilà. Ce qui est représenté d'ailleurs au début de chaque numéro. Ouais. Il y a une vue d'ensemble de la ville qui est marquée de rouge là où il s'est passé des choses. Donc dans le premier numéro, il y a juste autour de sa maison et ensuite ça s'étend partout. Donc effectivement, comme tu dis, il sort de l'unité de lieu à la fin du 4e numéro et ça va avec la logique d'extension petit à petit par cercles concentriques. C'est ça, qui peut-être va amener
à la fin, il va y avoir, parce que c'est quand même aussi la recette de ces 3 premiers fascicules, et même du 4e, il termine à chaque fois sur qu'est-ce qui va se passer après. Il y a toujours un petit... Peut-être qu'effectivement, on va arriver à une certaine conclusion et qu'il se réserve la possibilité d'une suite ou pas. Parce que aussi, vous voyez que je ne tarie pas d'éloges sur cette œuvre, on n'est pas pris pour des idiots. Et même, j'ai trouvé que c'était assez subtil parce que on comprend vite quand même au bout d'un moment quand il est dans la cellule et puis que le lendemain matin la cellule a complètement explosé, que le sans-abri qui est à côté avec la peinture rouge dit t'approche pas de moi parce que lui il a vu ce qui s'est passé. Il voit la couleur rouge et il a vu ce qui s'est passé. Donc on comprend bien que c'est effectivement pendant son sommeil qu'il se passe des trucs. Mais on le sait vite et l'auteur ne nous prend pas pour des jambons. Il sait qu'on sait. Tu vois. Et par contre, on ne sait pas ce qui va se passer à la fin. On ne sait pas quel va être le dénouement. Il se garde bien de nous le dire. Et donc là, c'est toujours un petit peu à pile ou face. Hein. Soit la fin va être super, soit la fin va nous décevoir. Et on sait très bien que dans 95% des cas, la fin nous déçoit. Quel optimisme. Sauf dans Lost. Alors, voilà. Bon, on a des takes vachement engagés là. Alors là, ça va. Voilà. C'est la soirée de la bagarre, c'est ça? Zef, si tu nous écoutes, je sais que tu es d'accord avec moi. Et moi j'ai fini Lost hier soir. Faut qu'on en parle. Et alors, t'es Non, mais je énervé ou l'avais pas? déjà vu plein de fois, mais je l'ai fini avec mes filles en fait. Je l'ai montré à mes filles. Génial, super. On est en train Ça de n'a rien hacker. à voir. On est en train de hacker cette émission, mais c'est insupportable la fin de Lost. Ah non, Eh mais ben non, moi je trouve non. pas. Mais non, Attends, non. Alors, moi je l'ai pas vu, donc n'hésitez pas à me spoiler. Allez-y. On en reparlera. Et spoiler tous nos On auditeurs. peut même pas la spoiler tellement c'est. Nous, on a une tradition familiale parce qu'effectivement, je l'ai fait découvrir. Excusez-nous, excusez-nous, mais On Je digresse. suis en train de perdre le contrôle de cette Voilà. émission. non, mais c'est juste pour dire, c'est bien aussi que vous connaissiez un petit peu les gens qui vous parlent parce que Toutou, tu sais que il y a des personnes qui s'endorment en nous écoutant, en écoutant le son de notre voix. Wow. Tu vois ce que je veux dire. C'est quand même normal que des gens qui nous invitent dans leur nuit. plumard connaissent un petit peu de choses sur nous, quand même. Bon, pas trop fort. Donc, Refais jouer un peu ta bonnette. Donc avec Du coup, Lost. donc j'ai fait Bon. découvrir Lost à mes gamins, d'accord. Donc moi je l'ai regardé une première fois, on l'a regardé une deuxième fois, on a fait découvrir aux enfants, on l'a regardé une troisième fois avec eux, qui eux le voyaient une deuxième fois, et en fait tous les 2 ans, l'été notamment, on se fait toutes les saisons de Lost. Pas mal. Moi Et j'aime. le dernier épisode de Lost, juste pour te dire, le dernier épisode de Lost, la troisième fois que je l'ai vu, j'ai pleuré. Le dernier épisode, je l'ai pleuré du début à la fin. J'étais en larmes hier soir aussi. Ah mais non mais c'est Ouais. bref. Bon. Passons. Ouais. Donc là, De quoi on parlait Et après, du ça coup, la critique grande l'écriture de on Spider-Man. parlait. J.J. Abrams a écrit pour du Spider-Man. Non mais pour en revenir à Sleep, il a quand même l'air de savoir où il va. j'ai Oui, quand c'est même très très l'impression. bien. C'est très très. Il Donc a- moi, il- autant il- vous dire que je vais continuer et je terminerai en disant que si j'avais le talent, parce que c'est vrai, on critique Pépé Larraz, on critique Joe Kelly, etc. Mais enfin, moi, je suis même pas capable de faire 1/10 de ce qu'ils font, bien évidemment. Mais si j'avais eu le talent de créer un comic book, j'aurais appelé mon héroïne Paige Turner. C'est tout ce que j'ai à dire. Pas mal. Ok. Très bien. Drop the mic. Ouais, ouais. En tout cas, vos discussions me donnent. Haribo drop. En tout cas, ça donne envie. Franchement, je pense qu'après cette émission, je le lirai. Peut-être que j'attendrai que tout soit sorti. Et on arrive sur notre dernière partie. Donc sur toi, Matt, Ouais. tu vas nous parler de Trinity, Daughter of Wonder Woman. Ouais, Trinity, la fille à Wonder Woman. La fille de la femme Wonderful. Oui, la fille de la femme... Merveilleuse. Oui, merveilleuse, magnifique. Mhm. Trinity, Daughter of Wonder Woman, chez DC, bien évidemment. J'arrive, pardon. Finis ton Haribo Il mange un tranquillement. bonbon. Merci. On balance, il mange un bonbon. Mini-série, en combien? Je sais pas. 6. C'est en 6? Ah merci, je n'avais Ouais. pas réussi à trouver. Super. Très bonne nouvelle. Donc c'est une mini-série qui est en 6, écrite par Tom King, et je vais y revenir plein de fois. Ouais. N'est-ce pas Qui n'aime pas Tom King autour de cette table? Moi, j'ai lu. Enfin, je reste un néophyte, mais je crois que la plupart des bouquins que j'ai lus sont de Tom King. J'ai beaucoup aimé Love Everlasting. Ah oui, Ok, bah en pas plus son plus avec, connu, avec la une française dé- Elsa Chartier. Et oui, Ouais. une dessinatrice exceptionnelle. C'est vachement bien. J'ai lu les 2 premiers tomes, je les ai dévorés. Même si au début, c'est pas évident de rentrer dedans. Mais là, j'ai qu'une envie, c'est de lire le 3 et de savoir ce qui se passe. Parfait.
Et au dessin, Belén Ortega, qui est aussi une illustratrice, une dessinatrice hors pair. Qu'est-ce qui peut mal se passer quand on a deux génies de l'écriture et du dessin comme celui-là, comme ceux-là. Tom King, Belén Ortega nous parle donc de Trinity, donc la fille de Wonder Woman, puisque oui, Wonder Woman a une fille qui est née dans le run actuel de Wonder Woman, qui est écrit également par Tom King, mais qui est dessiné par Daniel Sampere, donc c'est pas la même illustratrice, le même illustrateur. Donc Trinity est née, c'est un bébé pour l'instant bien évidemment, mais revenons sur qui est Trinity. Donc, Trinity, traditionnellement la trinité de DC, pour les plus vieux et les plus vieilles d'entre nous, et je ne fais pas de vieux bashing, moi, monsieur. Tu peux pas te permettre. Renvoie vers le trio, presque une trinité, presque, je dirais, mythologique, un trio presque divin de Wonder Woman, Superman, Batman. On retrouve un petit peu cette trinité-là avec Trinity. Mais là, pour ce Trinity Daughter of Wonder Woman, on a une autre trinité. Donc déjà, on voit le petit côté facétieux de Tom King. Mais j'y reviendrai un petit peu après. Là, c'est pas la trinité Wonder Woman, Superman, Batman, c'est un vrai personnage qui s'appelle Elizabeth, avec un clin d'œil dans son nom de famille. Je vous laisserai le découvrir par vous-même. Qui est donc la fille de Wonder Woman, la fille de Diana Prince et de Steve Trevor. Elle est apparue dans le Wonder Woman 800 aux États-Unis en annonce du récit Wonder Woman hors la loi, donc, qui est Celui de écrit Tom King. par Tom King, tout à fait, dessiné par Daniel Sampere. On retrouve également cette histoire de Trinity et tous les, alors je suis désolé, les backups qui sont parus dans les fascicules américains. Donc on retrouve ce prologue, les épilogues et les backups dans le tome 1 d'Urban, Wonder Woman hors la loi, que j'aurais dû amener ce soir, mais que j'ai oublié parce que On te pardonne. mon chien il a mangé mes devoirs. Donc maintenant Trinity, Elizabeth a son propre récit, même si je qualifierais ça plutôt comme des aventures au sens rocambolesque du terme. Avant de rentrer véritablement dans le détail, parce que c'est un récit qui est hors norme, laissez-moi poser le cadre général. Donc, comme je vous le disais, le terme de Trinité ici n'est pas utilisé au hasard. La nouvelle Trinité qui est mise en place par Tom King, c'est la même, mais pas la même. C'est-à-dire qu'il y a Lizzie, parce qu'elle se fait appeler Lizzie tout le temps. C'est John Kent, qui est le fils de Clark Kent, et Damian Wayne, qui est le fils de... Batman. Merci. J'ai fait mes devoirs. Bien joué. Donc on a les trois, donc les Super Sons et Lizzie, sauf que la dynamique est différente, bien évidemment. Et on a John et Damian qui veillent sur elle et qui la couvrent comme deux grands frères. Donc en fait, on a une fratrie. Donc déjà, une fratrie ou une sororité, c'est comme on veut, une fraternité. Une adelphité. Adolf Hitler ? Pardon ? Adelphité. Adelphité, ça c'est un nom de perso aussi de comics. Tu vois, il y aurait Page Turner et Adelphité. Ça serait Ok. pas mal. C'est un vrai mot que c'est... Adelph, c'est frères et sœurs, mais Ok. de façon sans préciser le genre de la personne. D'accord. Eh, Ok. Et on apprend des trucs ici. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Donc une adelphité, magnifique. Ce qui était le cas déjà dans les backups, et notamment un qui était assez génial dans le prologue, qui est dans le Wonder Woman 800. Mais c'est pas de cette trinité-là avec laquelle Tom King va jouer cette fois-ci, puisqu'on va avoir droit dans Trinity Daughter of Wonder Woman à non pas une Lizzie, non pas deux Lizzie, mais trois Lizzies. Une trinité de Trinity. Ouais, exactement, trois trinités. Donc trois trinités. Ça fait 9. Il faudrait que non. ce soit en 9 numéros alors. Ouais, c'est ça. Oh, plutôt t'as pas huit. raison, mais bien sûr, il aurait fallu que ce soit en 9 divisé par 3. L'erreur. 8 divisé par 3, ça n'existe pas. Ouais. Bref. Ça devient compliqué cette histoire. hein. Bref. des maths et tout. Donc pourquoi est-ce qu'on a trois trinités ? Tout simplement parce que c'est le bazar dans les dimensions et dans le temps. Puisque, alors bien évidemment, si tu veux, c'est cyclique tout ça, mais c'est le bordel, mais c'est fait exprès d'être le bordel. C'est un joyeux bordel. Et Tom King joue énormément avec. Bon, on va dire que le point de départ, pour simplifier, c'est que les Lizzie ne connaissent pas leur père, n'ont jamais rencontré leur père.
et elles veulent l'une ou l'autre, enfin c'est les trois mêmes à trois époques différentes, puisque je ne l'avais pas spécifié, il y a trois Trinity, parce que ce sont les trois, la même personne mais à des époques différentes. Elles cherchent leur père et à travers cette recherche-là, elles ont mis un maxi bazar dans l'univers d'ici. Il y a des dommages collatéraux assez catastrophiques. Donc là, on s'attend à un truc biblique. Chientostrophique. Chientostrophique. On s'attend à un truc biblique, on s'attend à un truc cataclysmique et tout. Eh bien non, ce qui se passe, c'est que les Super Sons ont été transformés en chiens, et plus exactement en corgis, parce que moi je dirais pourquoi pas. Parce que c'est trop mignon les corgis. Parce que c'est trop mignon les corgis, et oui. Et le seul moyen de rétablir le monde d'ici tel que nous le connaissons, c'est de rattraper les corgis et de remettre tout en ordre. Donc c'est ça en fait le nœud du récit, c'est qu'on a des corgis trop mignons qui sont déguisés en Superman. Donc il y a un super corgi puppy qui vole, il a l'air trop content. Il y a un corgi Batman qui par contre lui a les yeux très plissés et puis qui a l'ouïe très fine, et puis on voit bien que lui il rigole pas. Ouais, il est sérieux. Et c'est ça en fait la force du récit, et c'est pour ça aussi que moi j'aime beaucoup, comme beaucoup d'entre nous, j'aime beaucoup le Tom King, c'est que il réussit à raconter son histoire sur un argument narratif complètement futile, dont on se fout royalement, mais les arguments narratifs ne sont pas-ils toujours des prétextes, quels qu'ils soient, d'accord ? Sauf quand des récits se prennent au sérieux, et malheureusement on en a plein, on en voit plein. Là, il se prend pas du tout au sérieux, et pourtant, ça réussit à raconter des histoires, ça réussit à raconter des personnages, ça réussit à porter des émotions. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Les trois premiers fascicules impliquent successivement donc les trois Lizzie, des âges différents, de la plus jeune à la moins âgée, parce qu'il ne faut pas déconner quand même, c'est la dernière, la plus âgée, ça reste une jeune femme, et l'interaction entre les trois, c'est délicieux, c'est vraiment, parce qu'elle se balance des vannes, c'est assez extraordinaire. Et pour ne rien gâcher, là aussi, tour de force scénaristique, tour de force dans la construction. Les trois premières histoires, mais pas que, parce qu'on connaît maintenant le thème de la quatrième, les trois premières histoires sont des pastiches, des hommages aux grands événements de l'histoire de l'univers d'ici. Donc le numéro 1 s'appelle Crisis on Infinite Corgis. Donc vous voyez le truc. Donc c'est le chaos total, si je dois raconter un petit peu ce qui s'y passe quand même, mais vous avez compris le principe. C'est une course-poursuite, il y a des aventures qui se passent dans tous les sens. Rien ne se passe comme les Lizzie l'auraient souhaité. Donc la première issue, c'est le chaos total. Ça court, ça vole dans tous les sens, ça poursuit les corgis qui n'en font qu'à leur tête, qui s'éclatent. Et donc on parle là de la petite Lizzie, donc Wonder Girl, mais qui est habillée comme une Robin, avec une jupe, elle est trop mignonne. Et elle est extraordinaire d'énergie, de bonne ou de mauvaise humeur, c'est-à-dire que c'est vraiment en mode alternatif. Un coup, elle est aux anges, le coup d'après, on voit, elle pleure, elle a des larmes, comme dans les mangas, en fait. Elle a des larmes qui coulent, c'est des véritables fontaines. Et comme c'est Crisis on Infinite Earth, il y a ce pauvre paria qui est là aussi, il se demande bien ce qu'il est là, donc il se plaint tout le temps, comme dans le Crisis on Infinite Earth, même si Lizzie l'appelle tout le temps Piranha. Piranha. C'est certainement plus facile à dire. Sauf quand à un moment donné, il dit mais que vais-je devenir moi, pauvre Piranha ? Et là, il lui fait non, c'est Paria. C'est vraiment histoire, tu vois, de faire sa mauvaise tête et de ne jamais être d'accord. C'est dans cet épisode que Lizzie rencontre ses incarnations du futur, avec, comme je vous le disais, des vannes bien senties sur je me souvenais pas que j'étais aussi bête. Ou l'autre qui dit dis donc, quand je deviens vieille, je m'améliore pas, ce genre de choses. Donc elles comprennent vite la panade dans laquelle elles se trouvent. Je vais pas vous dévoiler les hommages qui sont faits dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3. Même si pour le 3, je vous avoue que là, il a fallu que moi je creuse un petit... Je l'ai pas, moi, perso. Ouais, il a fallu que j'aille me renseigner quand même, que je creuse un petit peu plus. Même si ça reste très drôle. Le 4, je pense qu'il est plus récent, il parlera à tout le monde. Donc, ce qui est bien avec ces personnages-là, c'est que ça reste Wonder Woman, ça reste la fille de Wonder Woman, donc avec une force extraordinaire. La troisième Lizzie, que je trouve que les premiers personnages qu'on avait vus, que je trouve un personnage extraordinaire en termes de
d'inspiration que ça peut donner pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons. Là, tu parles de quelle Lydie? La troisième, la moins âgée. D'accord. Celle qui est détentrice des 3 lassos de pouvoir. Parce qu'elle, tu vois, il lui en fallait pas qu'un, il lui en fallait 3. Tiens, comme par hasard, encore 3. C'est un personnage vraiment inspirant, qui est extraordinaire. Et surtout, comme ne sait le faire habituellement Tom King, de manière intelligente, sans nous enfoncer dans le gosier la doxa bien pensante que dans un sens ou dans l'autre caricaturale qu'on voudrait nous imposer, puisque dans des moments comme ceux qu'on traverse actuellement, excusez-moi de ce pas de côté, seule l'intelligence peut véritablement nous permettre de nous en sortir, et il ne faut pas tomber au niveau des personnes qui sont mal pensantes en face de nous. Donc le bazar, c'est que dans ce premier fascicule, il y a un corgi qui se barre en utilisant le portail temporel. Donc il y en a une qui fait « Non, c'était mon portail temporel !» Et donc il part dans un autre univers. Et donc voilà la Lydie du milieu qui va lui courir après. Et puis la puvée Lydie qui va lui courir après. Et bien évidemment, le contrepoint de ce que je vous disais, ces personnages qui sont toutes extrêmement fortes avec leur caractère, et bien là... elles n'ont pas peur les fascicules n'ont pas peur de l'autodérision, parce qu'elles commettent bourde sur bourde. Moi, le troisième fascicule, c'était hilarant. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri devant un comique. Toujours bien écrit. Et je vais passer maintenant à mon avis, même si vous avez senti quand même que j'avais particulièrement apprécié. Je suis totalement conquis par ces 3 premiers fascicules. Le ton léger n'empêche pas que l'intrigue soit très bien racontée, et ça, je pense que c'est vraiment un tour de force. Tu vois, il n'y a pas cette paresse de se poser sur son concept et puis d'imaginer que ça suffira pour entraîner tout le monde. L'intégration dans les moments clés de l'univers d'ici est toujours très bien faite. Je trouve que c'est un véritable hommage à ce qui a pu se faire. Alors, avis aux gens qui sont moins fans de Tom King que nous ne pouvons l'être, il n'y a pas de gaufrier. Belen Ortega a eu visiblement champ libre pour faire ce qu'elle voulait, et c'est ça qui fait plaisir en fait. J'ai l'habitude de dire que, tu vois, tu disais tout à l'heure, Jean, que quand tu es fan de quelque chose, d'une chanteuse, d'un chanteur, d'un artiste, d'un comédien, tu le suis toujours à peu près, et je pense que la clé en fait de ça, c'est la sincérité. C'est-à-dire, tu prends... Alors maintenant, l'exemple ne s'y prête plus, mais tu prends une artiste comme Madonna, jusqu'à un certain point, tu pouvais la suivre parce qu'il y avait une vraie sincérité dans ce qu'elle faisait. Tu prends un groupe comme U2, tu prends un chanteur comme Prince, donc il est mort Prince, hein, mauvaise nouvelle. Sans déconner. Et ouais. Ce sont des gens qui ont toujours été sincères dans ce qu'ils faisaient. Parfois ils se loupaient, parce que ça arrive, c'est des êtres humains. Parfois, il y avait des mauvais choix qui étaient faits, mais je pense que la base de fans que ces artistes ont su garder est liée justement à la sincérité qu'ils y mettaient. Là, on voit que les deux, ils s'éclatent. Ils s'amusent, ils n'y vont pas à moitié, ils ne sont pas en pilotage automatique. Et là, en l'occurrence, Belen Ortega, c'est comme Lydie, elle casse tout. C'est extrêmement bien dessiné, c'est très graphique. La première page du premier fascicule est extraordinaire, il y en a dans tous les sens. Et pour autant, alors les scènes d'action sont un petit peu comme ce que je disais à propos de Pépé Larraz tout à l'heure. Je trouve personnellement que les scènes d'action sont toujours extrêmement claires, très bien faites. Les mises en scène aussi sont, quand il faut que ce soit grandiloquent, comme dans le premier fascicule, ça l'est. Quand il faut que ce soit plus intimiste, comme dans le deuxième fascicule, quand il se retrouve dans les égouts, mais je n'en dirai pas plus, ça l'est beaucoup plus. Et ces moments-là aussi sont très réussis. Voilà. Donc, il y a beaucoup de codes qui sont utilisés, qui sont cassés. On attend... voilà, bon, je peux pas vous le dire parce que j'avais un bel exemple pour l'illustrer, mais je trahirais l'intrigue. Je me doute bien, comme le disait un très cher ami à nous, qu'à la fin les jouets seront rangés et puis que tout rentrera dans l'ordre. Mais en attendant, j'apprécierai chaque case et chaque bulle de cette histoire avec délectation. Avec qui ? Délectation. Ok. C'est encore un personnage de DC, ça ? Délectation. Très bien. Il y a Dale Cooper et Dale Ectation. Matt, t'en as pensé quoi, toi ?
Ah bah gros coup de cœur, Ah. j'ai adoré. Ouais, t'as vu, Ah. J'étais pris par surprise. C'est frais, c'est drôle, c'est suffisamment bien écrit pour pas que ce soit répétitif non plus, parce que le concept aurait pu devenir un peu répétitif, mais ça ne l'est pas du tout, parce que bah, c'est Tom King, quoi, et que c'est vachement bien écrit. Les persos sont hyper attachants. Franchement, je crois que Trinity, alors c'est quelqu'un qui le disait sur le Discord l'autre jour, c'est une création de personnage, une des meilleures créations de personnages récemment, quoi. Enfin, parce que, en tout cas chez les Big Two, quoi. Et puis c'est surtout aussi agréable de voir Tom King sur un comics un peu plus léger que d'habitude, C'est vrai. où c'est pas une histoire d'amour déchirante, ou un mec qui va pas bien. Là vraiment il y a assez hyper positif. Les dialogues entre les trois, c'est trop marrant, quoi, mais vraiment trop marrant. Elle se vanne en permanence, et puis elle vanne les autres personnages, parce que dans l'issue 2, Oui. il y a un personnage qui prend cher, mais vraiment. Et c'est super drôle à chaque fois, quoi. Il y a plein de jeux de mots. Bon, les corgis, ils sont trop mignons, on est d'accord. Enfin, on a trop envie d'en adopter un. Bah oui. Mais un avec une petite cape, quoi, du coup, comme dans la BD. Et voilà, moi j'arrive. Alors attendez, qu'est-ce que j'avais mis au niveau du dessin, ouais, c'est hyper bien, un peu cartoon, avec un petit côté un peu manga par moment, justement, comme tu disais, quand elle pleure, Oui. avec des gros flots de larmes, ou des fois, quand tu les vois un peu de loin, les yeux sont juste deux petits points, en fait. Et ça pour le coup, ça fait très manga, et ça colle parfaitement avec le ton un peu léger de la BD. Donc moi, évidemment, j'irai sur la suite. Et c'est finalement pas fréquent en plus de rire autant dans La vie. Alors dans la vie, ouais. En ce moment. Et encore, et dans un comics, moi ça faisait longtemps que j'avais pas lu un truc où vraiment tu ris de bon cœur, quoi. C'est pas genre un petit sourire, tu vois, ou un petit rictus, c'est tu te marres, quoi. Mais lisez Jeff le requin. Oh punaise. Mais oui, bah, peut-être la prochaine émission, on sait pas. Oh punaise. Donc ouais, non, super, vraiment, non, vachement bien, très bon choix. Faut que je vous raconte un truc, excuse-moi T'as- Mathieu. Ah non, Non, vas-y. les apartés sur Lost, c'est terminé. Non, c'est pas sur l'os. C'est juste pour vous dire un truc. Jeff le requin, Jeff the Land Shark. L'autre jour, je suis passé chez Album Comics. Oh, sans déconner, moi j'ai fait du vélo dimanche, c'était vachement bien. Bon. Je suis passé chez Album Comics et il y avait, parmi toute la pile de comics, un comics Marvel Rivals. D'accord. Bon, j'avais mon fils avec moi, grand consommateur de jeux vidéo, grand consommateur de Marvel Rivals et tout. Et puis, je demande à la gentille personne d'Album Comics, mais c'est un vrai comics, ça tient. Il me dit oui, c'est un vrai comics, il y a une vraie histoire, il y a quelque chose comme ça. Parce que je pouvais pas le voir parce que c'était empaqueté. Parce que dedans, Eh oui, il y a un code. Il y a un code Marvel Rivals. Et donc je dis, oh, bah écoute, si c'est sympa, mon fils lisant des comics, bien évidemment, vous avez compris que c'est comment on dit, contagieux. Il y a eu la même chose avec Fortnite, je pense avec Ouais. une collaboration Batman. Oui, il y a eu aussi un truc, c'était les Gotham Knights, tu sais, le jeu avec les 4, etc. Et bref, j'y arrive. Et donc il y avait un code dedans, donc on se dit, bon écoute, on va acheter le comics et puis on verra le code, etc. Donc voilà, mon fils lit le comics et tout, et puis il me dit, bah tiens papa, si tu veux, on peut rentrer le code et tout, on se connecte à la Xbox. On rentre le code et tout. Et on dit, et puis il me dit, tu vas voir, ça se trouve c'est une connerie, genre c'est Jeff le requin, quoi. Et là, Jeff le requin. le code, c'est pour une espèce de stickers à la con que tu peux coller dans le jeu sur les murs de Jeff le requin. La vengeance de Jeff le requin. Dans Gigos, tu vois, Jeff s'est vengé. Il est partout, ce Jeff. Jeff s'est vengé. Et Gigos me dit, il y a un code Marvel Rivals dans le numéro maillot de bain. J'aurais dû acheter celui-là. C'est vrai. Donc non, super, bravo Matt pour ce choix. C'était, je sais que tu t'es battu pour le présenter en plus. Le Trinity ? Ouais. Ouais, tu t'es battu contre moi. Toutou, il voulait le faire la Ah semaine. oui. Ah, ben merci. Mais c'est pour ça que je voulais à tout prix être là aujourd'hui, comme ça je peux en parler un tout petit peu aussi. C'est très gentil. Mais tu sais qu'en fait j'ai un syndrome post-traumatique parce que j'avais pas pu présenter parce que j'avais été malade Helen of Windhorn. Déjà, j'ai raté parce que c'était Lulu, mais elle l'a magnifiquement fait à l'époque, le Supergirl Woman of Tomorrow.
Et il y en a un autre aussi que j'ai raté. C'était Magic, mais c'était pas terrible. Oui, Mathieu, mais si, alors ça, je regrette. Ça, Non, c'est c'était regrets éternels. Donc là, je me suis dit, non, cette fois-ci, je suis désolé. Ah, mais tu l'as- Tel un corgi, je ne lâche pas mon joujou. Mais je suis très content que tu l'aies fait. Jean, pour toi, ton avis? C'était super. Hein. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Voilà, très bien. Non, j'étais très surpris parce que j'adore Tom King. Hein, on l'a souvent chroniqué ici, je l'ai souvent chroniqué ici. Je suis un grand fan de Tom King. Mais c'est vrai que de mémoire, en tout cas moi, c'est la première fois que je lisais quelque chose de drôle de Tom King. Et je me suis vraiment fait avoir parce que quand j'ai commencé à lire, je vois Trinity, j'avais pas fait gaffe de qui était l'auteur, et donc je vois Tom King, je fais et donc je me prépare à rentrer dans un truc sombre, torturé et tortueux, compliqué, blindé de gaufriers, recouvert de kilomètres de texte, et pas du tout quoi. Donc j'ai été vraiment ultra pris de court, ultra surpris et agréablement surpris parce qu'il est très drôle, hein, le bonhomme. Mais ce qui est génial, paraphrase un peu ce que vous avez déjà dit, mais c'est que même en plein délire, on retrouve son intelligence de construction et sa connaissance et son amour des comics et de leur histoire, puisqu'effectivement il va à chaque fois revisiter des moments clés de l'univers d'ici, et il y va pas avec le dos de la cuillère, et puis il hésite pas à y aller. T'as choisi de ne pas parler de ce qui se passe dans le deuxième numéro, donc je ne vais pas en parler non plus. Mais c'est un moment très fort, très marquant, et très tragique de l'histoire de DC. Et il y va, et c'est drôle. Oui. Et ça vanne à tout va là-dessus, en plus, vraiment. Et ça vanne à tout va, et en même temps avec un petit parce qu'on comprend en plus à la fin du numéro qu'on est à la veille de l'événement tragique en question, mais en même temps on a quand même bien ri. C'était quand même sympa. Sachant ça, moi j'ai trouvé aussi il y avait une vraie tendresse entre les deux personnages, et pour le personnage à qui va arriver ça, c'était vraiment chouette quoi. C'est peut-être alors c'est vraiment pour chercher la petite bête. C'est peut-être le seul micro bémol, c'est que si on connaît pas, si on n'a pas les références, oui, tout à fait. Et tout à fait. typiquement, pour le coup, je n'avais pas la référence des événements du troisième numéro. Mais moi non plus. Hein. Et ça font du coup, ce que je vais dire, je vais dire tout et son contraire, hein, ça ne sera pas la première fois. Donc du coup, ça fonctionne un petit peu moins bien, puisqu'il n'y a pas l'effet référence. Ok, je passe à côté de la référence, et en même temps, ce troisième numéro, il est tellement drôle. Mais bien sûr. Il est tellement énorme que bon, effectivement, t'as pas la référence, mais mais la mécanique de l'épisode, elle est absolument hilarante. Après, je te reprends juste sur ça. Moi, j'avais quasiment aucune référence à part sur le deuxième volet, parce que c'est connu. Mais sur le premier, je suis juste parti du principe que c'était une apocalypse en arrivant plein milieu. Je connaissais pas Paria, et juste le voir se faire bully par une enfant de 5 ans, moi ça me fait extrêmement rire. Et le troisième issue, je l'ai plus vu comme on a une jeune Wonder Woman, et du coup il y a un parallèle intéressant avec Trinity qui aussi est jeune et sur ses débuts en tant que super-héroïne. Donc moi ça m'a pas choqué, et au final j'ai trouvé ça plutôt fort thématiquement quoi. Ah oui, non mais ça fonctionne, hein, et comme je disais, c'était vraiment pour aller gratter un micro bémol, parce que dans l'ensemble... Non mais c'est vrai, tu as raison, Oui, mais dans l'ensemble c'est vraiment excellent, c'est très drôle, c'est, comme je le disais, ultra intelligent, ultra bien construit, et alors on rigole beaucoup, mais tu l'as dit, elles sont c'est évoqué le fait qu'elles auraient voulu voir leur père, qu'elles connaissaient pas leur père, et donc au-delà de tout cet humour et de tout ça, moi je vous le dis, hein, on n'est pas à l'abri de verser notre larme à la fin. Ouais, c'est possible. Je suis même quasiment sûr qu'on va verser notre larmichette à la fin. Donc non, mais un très grand, un Tom King au top comme toujours, et les dessins sont excellents. Tu voulais dire quelque chose, Matt ? Pas du tout. Très bien. Moi, je voulais juste faire un
tout petit parce que je l'ai lu aussi. Pareil, j'ai adoré. Et même déjà dans le 3e issue, j'ai eu ma petite larme parce que Et oui. voir la Lizzie de 19 ans galérer, faire des erreurs, c'est très relatable. C'est des Encore erreurs, et encore. Et des erreurs. hein, des erreurs, hein. Mais non, vous avez tout dit, franchement, c'est une super lecture. Oui, tu veux dire? Non, pardon, je t'interromps, mais c'est pour rebondir sur ce 3e épisode et sur le fait de faire des erreurs et de faire des erreurs et de faire des erreurs. Ça fait partie de ces gags, de ces formes d'humour où tu pousses jusqu'où aller trop loin. Oui. Où tu continues. Vous savez, quand un gag, tu fais un running gag c'est drôle au début. Puis après, il y a tout un moment où c'est plus drôle parce que c'est trop, et ensuite ça redevient drôle parce que Ouais. ça continue de durer. C'est Exact. exactement ce qui se passe dans cet épisode et c'est génial. Et pardon Et ça d'avoir reste, interrompu. et ça reste drôle parce qu'elle se fait vanner par ses Par ses précédentes. sœurs. Bah, et c'est juste, elle détruit l'espace temporel ou je sais pas trop quoi, mais c'est super drôle. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais en fait, les épisodes sont construits de façon à ce que celle à qui il est arrivé l'aventure raconte Oui, aux deux c'est autres, Ouais. et les deux autres commentent l'aventure en direct, en fait. Donc c'est là où elle se vanne le plus, quoi. C'est très C'est vraiment génial. Cette narration, elle est géniale. Non, franchement, vous avez tout dit. Peut-être, si vous aimez la Lizzie de 5-6 ans, qui est complètement incontrôlable, qui est juste adorable. Je m'en lasse pas. Ouais, non, bref. Je vous conseille, petite reco, je vous conseille le manga Yotsuba. C'est un manga qui met en scène une enfant du même âge, qui est très curieuse, énergique, un peu très très bête parfois. Et c'est totalement l'énergie de Lizzie. Donc vraiment, c'est parce que de toute façon, c'est que 6 issues. Donc si vous êtes en manque de Lizzie bébé, franchement, foncez sur Yotsuba, c'est hilarant. C'est et c'est noté. vraiment la même chose. C'est noté. Très bien, on a fini les revues. Donc, si je récapitule, The Amazing Spider-Man, c'est très beau quand c'est Pépé Larraz, mais c'est très mal écrit et c'est plutôt insipide. Sleep, c'est très très chouette. Tout le monde a adoré, mais peut-être attendre que tout soit sorti, sauf si vous aimez les cliffhangers. Et Trinity, Daughter of Wonder Woman, c'est l'énorme coup de cœur. Oui. Tout le monde a banger. adoré. Et si 3 vous voulez- piranhas sur 3. Et si vous voulez vous marrer, faut foncer. Parfait, on va passer à la suite. Ouais. Mais avant d'entamer la seconde partie et dernière de cette émission, une petite page de publicité de tous nos réseaux sociaux. Pour ne rien louper de nos actualités et de la sortie de nos prochaines émissions, vous pouvez nous retrouver sur Blue Sky, @comicsoutcastvhs.bluesky.social, sur Instagram, @comicsoutcast, mais également sur Facebook avec le Bouya Comic Club. Et enfin, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Discord. Le lien est en description, dans nos bios, sur nos réseaux. N'hésitez pas à rejoindre notre communauté, elle est grave sympathique. Ça papote, des dernières sorties, on organise des petits jeux, des sorties dans des comic shops le week-end, ou même il y a aussi le club de lecture. Ouais, Exactement. vachement bien fait. Et c'est quoi la prochaine lecture? On est toujours sur ce mois-ci, c'est Avengers Twilight. Ok, ouais, on l'avait ça. dit. Le truc avec les vampires là. Exactement. C'était Le exactement la crossover. blague que j'ai faite. Même blague que la semaine dernière. C'est vrai. Ouais. Tu n'as pas encore écouté Je suis pas allé l'émission la jusque-là. semaine Je suis dernière. pas allé Bravo. Dernier arrêt obligatoire, je dois vous parler de notre Patreon. Pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est, Patreon, c'est un site qui vous permet de nous soutenir financièrement via une petite contribution mensuelle à notre label Vaisseau Hypersensas. Donc ça bénéficie à la fois à tous les podcasts du label VHS auxquels nous appartenons, pas juste Comics Podcast. Et grâce à vos dons, vous nous aidez à garder notre indépendance, à acheter du nouveau matos. Et en échange, vous pouvez avoir accès à du contenu exclusif, à pouvoir participer à des concours pour gagner certaines choses. Et il y a plein d'autres bonus qui sont encore en cours de préparation. Donc n'attendez plus et allez jeter un coup d'œil à notre page sur patreon.com. Allez. Allez, Putain, savonnette. là. C'était presque parfait. vraiment. Sur Et le patreon.com. joueur français. L'accident Ah, bête. le Il joueur était là, français. c'était sa dernière émission. C'est dommage, on l'aimait bien. Hein. Non. Donc jetez un coup d'œil à notre page sur patreon.com. Oui. Vaisseau Hypersensas. Et maintenant que cette page de réclame a été complètement foirée, mais qu'elle est terminée, on Ouais, passe. mais mémorable. Bravo. Mais tu sais, c'est de la bonne pub parce que les gens s'en rappelleront. Ah, Exactement. clairement. N'hésitez pas à le clipper, à en faire des. Comme si on était sur Twitch. Ouais. On va passer à la partie que vous attendez toutes et tous, notre Ouh. dossier Focus.
La pression, quoi. Et ça va être Matt qui va nous parler Mathieu. de Secret. Mathieu, même, ouais. Matt, Parce que Matt, Mathieu. c'est celui qui est à côté de moi. C'est vrai. Et ben Mathieu, parle-nous de Secretoire. Pas du tout. Je vais te parler de l'arme X de Barry Windsor Smith. T'as Très bien. pas eu l'update peut-être Non. On parlait plus de Secretoire parce que Secretoire on l'avait déjà fait. C'est vrai. Enfin, il y a quelques temps, mais ça avait déjà été traité. C'est pas gentil de lui tendre des pièges comme ça. Vraiment, c'est pas gentil. Mais c'est vrai que. Excuse-nous. Ouais, c'est vrai que. T'as bien lu le bon. Ah oui, ouais, c'est ok, d'accord. Weapon X. Alors, donc voilà, je vais vous parler de l'arme X. Je ne suis ni homme ni bête, je suis quelque chose d'intermédiaire, un être sans nom. Donc cette phrase, elle est tirée de Frankenstein, le roman de Mary Shelley, qui est paru en 1818 et qui résume assez bien ce qu'est ce comics, qui est un classique parmi les classiques, qui est paru lui entre donc mars 91 et septembre 91 en 13 issues de 8 pages. Donc ce qui est très bizarre comme format, je pense que ça devait se faire à l'époque. Donc c'est un récit fondateur pour le personnage qui est apparu 15 ans plus tôt dans les pages de Incredible Hulk 180, puis un an plus tard dans le Giant Size X-Men 1. Donc l'arme X, c'est tout simplement, alors pour moi, un des meilleurs retcons et un des retcons les plus réussis de l'histoire des comics. Ça nous permet de comprendre le Wolverine qu'on a toujours connu. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi est-il aussi méchant? Pourquoi a-t-il la rage? Pourquoi perd-il la mémoire en permanence? Et donc voilà, en 91, donc 15 ans après son apparition, Barry Windsor Smith nous explique tout ça. C'est pour les personnes qui ont vu les films X-Men de triste mémoire, c'est le Wolverine des films X-Men. Exactement. Mais alors, dis donc, le film, ouais, ça rend pas hommage. Ça rend pas hommage. Origins, c'est ça Oui, c'est ça, ouais, je crois. Ouais. Avec qui- Ryan Reynolds en Deadpool horrible. Exactement. J'ai les refs. Ce film n'existe pas. Donc voilà, bon, alors, je vais faire un tout petit topo sur la carrière de Barry Windsor Smith, qui est Une belle allitération, un tout petit topo. un tout petit topo, pardon. Un tout petit topo. Une Oui, belle c'est ça. allitération, c'est bien, non mais c'est bien. Exact. Je fais des figures de style. Je suis Mais pas Booba. mal, Je pas suis mal. Booba. Auteur, auteur et dessinateur anglais, donc il est né en 1949. Donc je vais pas faire toute sa carrière non plus. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il commence sa carrière chez Marvel à la fin des années 60, début 70. Et il acquiert une grande renommée suite à son long travail sur Conan le Barbare, aux côtés de Roy Thomas, qui est une période bénie pour le personnage. Et donc c'est en 91 que lui est confié les soins de réaliser une origin story. J'ai fait les guillemets, vous les avez pas vus, parce qu'on est à la radio. Une origin story de Wolverine qui est devenu au fil des années 80 un des personnages les plus appréciés de l'écurie Marvel, un des plus populaires. Et le besoin se faisait sentir d'en savoir plus sur les origines du mutant griffu, comme on l'appelle. C'est comme ça qu'on l'appelle? Non? Le Oui, mutant griffu. Ouais. Ouais, hein. Donc voilà, Barry Windsor Smith, il se met donc au travail sur une série qui scénarise, dessine, encre et colorise. Donc ça donne vraiment au projet un côté très personnel et froid et très sombre, parce qu'il y a un choix de couleurs notamment qui est bien particulier. Alors, je vais vous faire peut-être un petit résumé quand même de l'histoire, assez succinct. Donc c'est Logan qui mène une vie assez marginale, qui est un peu en dehors des radars, qui se fait dans ses jeunes années, il a peut-être déjà quand même la trentaine, quelque chose comme ça. Non, On je sais sait pas. pas. Bon, à l'époque, on sait pas. Pure supputation. On sait pas. Non, c'est vrai qu'on ne sait pas, ouais. Donc il est un peu marginal, il se fait enlever par une équipe appartenant à un complexe militaro-scientifique où il est retenu prisonnier pendant, pareil, on ne sait pas trop, on peut dire des mois, des jours, des années, on ne sait pas trop. Pendant que il est retenu prisonnier, il y a des scientifiques qui mènent sur lui tout un tas d'expériences, ça va de la manipulation mentale à des injections d'adamantium dans le but de remplacer évidemment son squelette et ses griffes par ce métal qui est, je vous le rappelle, indestructible. Oui, pas de remplacer d'ailleurs, de recouvrir. Oui, de le recouvrir, ouais. Donc ils veulent aussi en faire une marionnette contrôlable à distance, d'où son... Alors,
iconique design, je sais pas, avec les grosses batteries qu'il a autour de la taille, je sais pas si ça parle à tout le monde. Que moi, Moi, oui, mais oui. Donc ça parle pas à tout le monde. Mais donc voilà, c'est une image assez iconique où il est debout avec des grosses batteries à l'ancienne autour de la taille. Et donc ils font participer aussi à des tests en extérieur contre des meutes de loups, des ours Et un tigre des neiges. et un tigre des neiges, ouais. Et donc voilà, maintenant il faut parler aussi un peu de qui est derrière tout ça. On voit pas, il n'y a pas beaucoup de personnages identifiés dans les méchants, on va dire. On voit surtout le docteur Abraham Cornelius et son assistante, le docteur Carol Heinz, qui sont un peu ceux qui ont un soupçon d'humanité, même si je trouve qu'ils se posent pas tant de questions que ça sur ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, ils se dédouanent vite. Hein. Oui, c'est ça. Enfin voilà, bon, ils trouvent, c'est pas très sympa, mais bon, on continue quand même à le faire. Et au-dessus d'eux, il y a le personnage qui sera appelé tout au long du comics, le professeur, qui lui est un personnage très froid, très calculateur, une belle petite crevure. Rien à voir avec le professeur Xavier. Non, à part qu'il est chauve, mais sinon il n'y a pas de Il n'est pas similitude. X. Non, c'est pas un mutant, enfin en tout cas pas ce qu'on sache dans la BD. Mais Donc- ça pourrait être, c'est marrant, je me suis fait la réflexion en le lisant que c'était une sorte de De Professeur X. de version maléfique du Ouais. professeur X Ouais. par le fait qu'ils en font un personnage, c'est tout bête hein, graphiquement, mais le fait que ce soit un professeur, qu'il soit chauve, qu'il soit le chef. C'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement. C'est mais une c'est- sorte de Dark Professeur X. Surtout qu'il est Exact. Il est ça- pas en odeur de sainteté actuellement, le professeur Xavier, non Dans Dans le l'univers Marvel. en ce moment. Ouais. Ah, je sais pas, je suis pas à jour du tout. Je sais Matt, pas. t'es. Alors, je suis à la ramasse, hein, mais Non, c'est peut-être juste une idée que j'ai en tête. à la J'ai- fin, J'y connais pas. à la grand-chose. fin de Fall of the House of X, c'est avec pertes et fracas, mais c'est très compliqué. Ok. Bon. On va pas spoiler. Désolé pour mais- cette Non, c'est pour ça je veux pas. Et donc voilà, donc lui il est très calculateur, très très cruel surtout, et il n'hésite pas à laisser Logan dormir dans la neige après avoir battu une meute de loups. Et donc il semble qu'il y ait une personne au-dessus, même si on n'en saura jamais trop plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que c'est une mise en scène? Est-ce que donc quelqu'un qui lui donne des ordres au-dessus quoi. Et donc le comics entier pour moi c'est vraiment une escalade dans la cruauté et la torture qui est infligée à Wolverine. Donc je parlais au début de Redcon parce que vraiment c'est hyper malin la façon dont Barry Windsor Smith nous explique la psyché de Logan, du Logan qu'on connaît dans les X-Men, qui est quand même un mec un peu vénère, totalement vénère et très rageux et très en colère. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment un coup de maître de nous expliquer ça de cette façon-là. Je vais être un petit peu tatillon, mais techniquement, c'est pas tout à fait une retcon, puisqu'en fait, on nous a jamais raconté. Non, non, mais mais oui, non, c'est vrai, c'est pas tout à fait le terme. Mais après, je suis complètement d'accord. il raccroche les wagons il raccroche hyper les bien, wagons quoi. Enfin, et c'est hyper bien. Ouais. donc on aura plus tard d'ailleurs d'autres détails sur le passé du personnage dans la série Wolverine Origin de Paul Jenkins et Andy Kubert, qui est aussi un très bon comics qui était sorti en 2001. Donc, mais pour en revenir à l'œuvre qui nous intéresse ce soir, c'est vraiment un comics à lire si on veut comprendre et si on aime Wolverine, même si on n'aime pas. Et vraiment rarement un personnage aura autant souffert dans un comics que lui dans celui-là, je trouve. Enfin vraiment, ils lui font. J'ai pas souvenir d'autres personnages qui en prennent autant plein la gueule comme ça, quoi. C'est terrible. Le dessin de Barry Windsor Smith avec son trait très crayonné et les couleurs très froides du début à la fin, ça rajoute du malaise, je trouve, à la lecture. Et donc je trouve qu'on peut parler de Frankenstein moderne, un peu, toute proportion gardée évidemment, mais tant au niveau de l'histoire que des personnages, quoi. Donc on peut faire des parallèles entre les deux œuvres, ou même au niveau des thèmes abordés. Des thèmes qui seront d'ailleurs repris plus tard par Barry Windsor Smith dans son chef-d'œuvre. Je pense qu'on peut parler de chef-d'œuvre quand je parle de Monstre, qui était initialement prévu d'ailleurs pour être une origin story de Hulk, mais dont Marvel n'a pas voulu. Bien joué les gars. Et d'ailleurs il y a un superbe focus dans le numéro 183 de Comics Outcast qui a été fait par notre cher Regan.
Et donc voilà, moi, ce comics, c'est un truc que je peux lire et relire. Je trouve que voilà, c'est un truc qu'il faut avoir lu pour tout fan du personnage. Et voilà, aidez-moi les gars, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Matt, je crois que t'es pas hyper chaud sur le truc. Alors, pourquoi est-ce que je suis pas hyper chaud? Parce que je suis vieux C'est pour ça que je veux parler en dernier. et que je l'ai lu à l'époque, hein, donc 1991. C'est ça, Ce qui était 12 en français. J'étais même pas né. Oh, ça va. ce qui a été. Alors, il faut quand même que vous compreniez. Alors, enfin, toute fan et tout fan de comics va comprendre ce que je veux dire. Mais ça va souligner paradoxalement l'importance que ça a, ce comics. C'est pas parce que moi je n'y trouve pas ce que j'y veux et que j'y trouve pas les qualités que j'y voudrais que je ne reconnais pas l'importance de l'œuvre, notamment dans l'univers Marvel et son côté fondateur. Donc pourquoi est-ce que j'ai pas accroché? J'ai été biberonné à Strange, on disait comme ça à l'époque, hein. À Strange, à Spidey, voilà, ces trucs-là d'une autre époque, du siècle dernier véritablement, où le seul moyen d'avoir accès à la culture des comics américains, c'était via des parutions mensuelles mal vues. Moi, quand j'allais avec ma mémé à Limoges au centre commercial à la Bâtide acheter les comics pendant les vacances, enfin les comics, mais des illustrés américains, hein, voilà. C'était une culture marginale, vraiment. Donc on allait acheter ça. Donc on allait acheter Strange, on allait lire les histoires des X-Men et de Serval, parce que c'était son nom à l'époque. Et donc moi, à cette époque-là, c'est John Byrne. D'accord, donc l'arc Dark Phoenix, qui a été renommé ensuite comme ça par la suite, avec le style de dessin de John Byrne, avec la façon d'écrire de John Byrne, etc., les scénaristes qui ont travaillé avec lui, et tous ces gens qui ont dessiné, qui ont écrit, avec toujours l'idée quand même qu'il y avait de l'espoir, que c'est un groupe qui, malgré l'environnement hostile dans lequel il se trouvait, et ça, pour moi, c'est toujours ce qui a fait la force des X-Men, et c'est pour ça que, je vous avoue, moi, Krakoa et tout, ok, Jonathan Hickman, mais je trouve quand même que faut bien que les choses évoluent à un moment ou à un autre. Je suis d'accord, on peut pas répéter 100 milliards de fois la même chose, mais si tu veux, la base des X-Men, qui sont un groupe de super-héros qui défendent la race humaine contre elle-même, voilà, là c'est bon, voilà. Ça, c'était ça, tu vois. Et quand ensuite, ça s'est un petit peu essoufflé, moi j'ai un petit peu décroché les trucs et les machins. Weapon X est sorti, enfin l'arme X est sortie, et je me suis dit, tiens, ça peut peut-être être intéressant de me raccrocher à quelque chose. Et vous comprenez que quand on passe d'un univers à celui-là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le style de dessin, tu en as parlé, pour moi, mais c'est pas forcément un reproche, il est cracra, il est sale. Mais c'est parce que c'est normal, quoi. Hein, c'est la colo, c'est pas nos jours heureux, hein, c'est pas la colorisation et aussi très particulière, avec, tu vois, ces couleurs qui ne devraient pas être là, des fonds orange, des reflets jaunes, des reflets, des trucs machin, très organiques. Quand on le voit dans son espèce de bulle dans laquelle il se fait implanter les trucs, il se fait injecter des trucs, c'est cracra, c'est dégueulasse. Et en même temps, moi je le vois pas colorisé autrement que ça, enfin que comme ça. Il est très marqué dans son époque, ça c'est sûr. Et puis surtout, alors que je suis pas d'accord avec ça. Mais sur le fait qu'il soit marqué par son époque au niveau de la colo, je trouve qu'il a vraiment une identité qui lui est propre et qui enfin, je la trouve pas marquée à années 90 pour le coup. Ah, c'est la colo. Les aplats, tu trouves comme ça les aplats, les couleurs, enfin, je sais pas trop comment. Attends, je vais essayer de trouver des adjectifs qualificatifs à peu près français, mais tu vois, voilà, c'est ça. Tu le vois, côté très fluo. Et puis les fonds, décors. tu vois, les fonds qui sont unis, par exemple, sur un fond pourpre, un fond violet, Mais justement, je trouve que c'est que. Je t'ai interrompu, pardon. Non, je vais te laisser finir. Mais je suis pas d'accord sur ce point-là, mais Ok. je te laisse finir. Ça marche. Ce que je voulais vous dire d'autre aussi,
c'est que donc j'avais pas trop adhéré à l'époque. Bon, là, je me suis replongé. Comme on est quand même moins bête au bout d'un moment, cette fois-ci, j'ai un petit peu plus adhéré, mais je peux pas me défaire, si tu veux, de cette première impression que j'avais. Et il reste quand même un truc, c'est la noirceur du récit. Finalement, le seul espoir réalisé, c'est qu'il survit, quoi, tu vois, et qu'il en ressort marqué. Mais ça reste assez désespérant quand on sait en plus depuis 1991 ce qui est devenu par ailleurs notre société, même si les intérêts mercantiles l'ont peut-être emporté sur des intérêts scientifiques, quoique quand les deux s'allient, je pense que c'est le pire des mondes qui peut nous attendre, parce que là on est vraiment dans science sans conscience n'est que ruine de la main véritablement, et au milieu il y a un être vivant qui souffre, qui, comme tu disais tout à l'heure, s'en prend en plein la gueule, donc ça fait mal quand on lit ça. Oui, c'est dur à lire. C'est très dur, Ouais. c'est très dur à lire. Voilà, bon. Bref, alors le truc aussi, et alors ça peut-être, mais Jean, tu vas m'en mettre une deuxième, mais que je trouve assez marqué de cette époque-là, c'est les dialogues qui n'en sont pas. C'est que de l'introspection, ce ne sont que des monologues, ce sont que des... Donc c'est... moi, tu vois, venant aussi, je suis désolé, mais je peux pas me départir de ça, venant d'une époque où... Alors, les bulles de l'époque, enfin, les gens se plaignent de Tom King, enfin, Il y avait des pavés. tapez-vous les pavés, des trucs, parce qu'on vient quand même d'une culture où c'est une culture de livres, tu vois ce que je veux dire, voilà, donc voilà les pavés qu'il fallait se taper. Là, voilà, Ils s'étaient payés au mot, surtout les auteurs au début, donc ça expliquait aussi bah pourquoi voilà. c'était très redondant, les Ouais. cases explicatives et les cases Voilà. dépensées. Donc bon, voilà, il y a ce côté-là aussi, moi, qui a, en termes de dynamisme de l'œuvre, qui m'avait un petit peu gêné, qui me gêne toujours un petit peu. Néanmoins, je tiens à dire que des œuvres fondatrices comme celle-là, qui posent les bases d'un personnage qui était relativement mystérieux, c'est vrai, dans les X-Men, On savait rien on savait rien, à ce moment-là. de toute façon. C'est exceptionnel. C'est le signe d'un talent exceptionnel. Et il faut, enfin, tu vois, même si moi j'y retournerai pas et je sais de toute façon que j'accrocherai pas, je vous invite quand même, si vous ne le connaissez pas, à aller le lire, ne serait-ce que pour vous faire un avis, parce que une œuvre comme celle-là, ça laisse des traces, ça crée des vocations, ça a inspiré tout un tas de gens. Et donc ça permet ensuite de se forger son goût de comics et de savoir derrière ce qui nous plaît et ce qui nous plaît moins. Donc rien que pour ça, il faut vraiment aller le lire. Juste avant de te passer la parole, Jean, juste une question. Pour quelqu'un qui a une connaissance du personnage de Wolverine, principalement sur celle des films, on va dire, assez superficielle, est-ce que Weapon X, ça change beaucoup de ce que le cinéma a montré du personnage? C'est-à-dire que les films ont évoqué ce qui se passait en fait dans Weapon X, sauf qu'ils l'ont juste évoqué d'une manière nullissime. En flashback, fait, c'est la version bien de ce qu'on a voulu nous montrer des origines de Wolverine au cinéma. Il y a eu plein de bonnes choses dans les films X-Men, mais parmi les très mauvaises choses, il y a eu notamment le film Wolverine Origins qui est absolument nul. Voilà. Ce qui se rapproche le plus de l'arme X dans l'entièreté des films X-Men, c'est le flashback de 3 secondes qu'il y a dans X-Men 2 et qui capture effectivement l'essence un peu, même édulcorée, mais quand même capture l'essence de cet ouvrage. C'est le seul truc qui s'en rapproche plus ou moins. Donc, voilà. Ils en reparlent un peu dans Logan aussi, non, il me semble, dans le... Oui, ils en reparlent. Avec X-23, ouais. Moment où que c'est bien fait, oui. c'est évoqué, où on voit ce moment-là dans un des films, où on le voit, et on le voit plutôt bien réussi, c'est uniquement les quelques secondes de flashback d'X-Men 2. Pas lourd. Pour répondre à ta question, je dirais que c'est il n'y a pas de surprise, parce que c'est ce qu'on sait, c'est juste véritablement qu'on plonge et on rentre dans le détail de tout ce qui lui est arrivé. Mais c'est ça en fait, le cœur du récit, c'est un être vivant qui est torturé, qui est modifié, qui est même pas appelé par son nom, qui est même pas considéré comme un être humain.
pendant toutes les expériences. Je sais même pas comment il l'appelle. Enfin, il l'appelle même l'expérience. Il l'appelle même pas par son nom de toute façon. Oui, Expérience 626. il y a la doctoresse qui dit Monsieur Logan, Ouais. celle Oui. qui a un petit peu d'humanité, mais Oui. sinon c'est l'arme X, c'est le projet, c'est le spécimen. Donc non, il y aura pas de surprise parce que c'est l'œuvre fondatrice du Wolverine qu'on connaît. Ok, d'accord. Et du coup, Jean. Bon, donc moi je je partage pas tout à fait l'avis de Matt, mais c'est purement subjectif et c'est marrant parce que on n'a pas beaucoup de différence d'âge, toi et moi, donc on a lu à peu près les mêmes choses dans les mêmes années. Et ce qui est étonnant, mais comme quoi, ben voilà, c'est la subjectivité, c'est qu'à peu près tout ce qui t'a posé problème Et bon, à voilà. l'époque, Mm. c'est ce qui moi à l'époque m'a plu. Ouais. Parce que c'était moi j'étais ado, c'était justement, j'avais lu et adoré beaucoup de Spider-Man où c'était très coloré, très machin. Mhm. J'ai lu beaucoup de X-Men, les X-Men de John Byrne, Chris Claremont, Claremont. tout ça, et j'adorais le personnage de Wolverine, etc. Et tout d'un coup, m'arrive dans les mains, alors petite parenthèse, anecdote, m'arrive par la poste d'ailleurs, parce Oh. que j'ai la première, je l'ai prise en photo d'ailleurs, je l'ai partagée sur le Discord, j'ai la première édition française de l'Arme X, qui est surtitrée à l'époque avant Serval, il y eut l'Arme X, Eh oui. qui avait été publiée Ah ouais, chez Semic. Semic Éditions, et dans Eh leur oui. collection Top BD, qui était une collection particulière, c'était des numéros qui ne sortaient pas en magasin, il fallait les commander. Et donc je l'avais Exact. commandé. Donc quand j'ai reçu par la poste l'Arme X, tout d'un coup c'était quelque chose de complètement renversant, de complètement absolument différent de tout ce que j'avais lu jusque-là. C'était d'abord effectivement d'une violence et d'une noirceur spectaculaire. Et ça a été vraiment un... Moi je trouve que t'as raison de dire qu'il n'y a pas d'espoir, t'as raison, et que si c'est ça qu'on vient chercher, alors on n'est pas au bon endroit. Non. Mais par contre, comme œuvre noire, parce qu'on peut faire des œuvres noires, comme œuvre noire, je trouve que c'est vraiment une masterclass Oui, oui. absolue. C'est une expérience traumatique. C'est un film d'horreur. Il faut s'imaginer quand Oui. on lit ce film. Ben voilà, on a vraiment l'impression de regarder un film d'horreur. On est immergé complètement dans un univers qui est extrêmement sombre. On est perturbé sans arrêt par la temporalité, parce qu'il joue sur les temporalités. D'une case à l'autre, il change de temps, mais sans nous indiquer que c'est un flashback. Donc il faut être concentré justement sur les bulles, effectivement. Pareil pour l'époque, cette narration essentiellement en cases carrées qui sont en fait les dialogues en off des gens qui sont en train de regarder Wolverine dans sa cuve en train de se faire implanter de l'adamantium n'était pas si simple à suivre, il fallait se concentrer, mais il y a quelque chose dans le dessin de tellement fourni, de tellement... ce que tu appelles crade, moi je l'appelle excessivement fourni pour te donner une sensation de quelque chose qui grouille dans tous les sens, qui te presse dans tous les sens. Et du coup, toi, lecteur, t'es oppressé avec lui. Et il y a plein de détails, les bulles, les machins. Moi, je vous jure, quand je le lisais à l'époque et quand je le relis à chaque fois, j'ai l'impression d'entendre les glouglous de la cuve, les bip, bip, bip des sondes qui posent problème. Des moments, on sent qu'il a des convulsions dans sa cuve. J'ai l'impression de le voir bouger. Enfin, je trouve qu'il y a un travail véritablement, je sais pas comment le dire, mais organique au niveau du dessin qui est assez incroyable. Et c'est un dessin qui est... c'est pour ça où je disais, j'étais pas tout à fait d'accord, qui je pense quand même est beaucoup plus, une coudée au-dessus de ce qui se faisait à l'époque, notamment dans les détails, dans les laboratoires. les il y avait laboratoires, des fils partout. avec des fils partout. Il y a une image, il y a une image où que j'ai sous les yeux là, où il est posé, couché dans le labo, dans quelque chose qui ressemble à une sorte de sarcophage électronique, et il est couvert de fils partout qui courent dans tous les sens. Ça fait presque un peu Akira. Ça renvoie peut-être. On ne sait pas à quelle époque ça se passe. C'est potentiellement dans les années 40, voire 50. Donc forcément, ça explique qu'il y ait des batteries énormes, qu'il y ait des câbles à n'en plus finir. Et donc vraiment, moi, chaque fois que je lis cet ouvrage, je suis replongé dans une sensation de film d'horreur absolue.
Et il y a une montée dramatique terrible, puisqu'évidemment, l'expérience, à un moment donné, se passe mal et il va s'évader. Et ce Logan qu'on a connu jusque-là comme héros, tout d'un coup, c'est une bête, c'est un animal, il fait un carnage. Et en même temps, donc il a un côté croque-mitaine, on est vraiment précipité dans le film d'horreur. Et en même temps, c'est tout à fait juste de le comparer à Frankenstein, parce qu'en même temps on partage sa peine, sa souffrance, on comprend que ça puisse le mettre dans cet état. Et donc vraiment je trouve que la construction planche par planche est remarquable, et qu'elle crée une sensation de malaise et vraiment d'expérience, j'ai presque envie de dire physique, quoi. Ça secoue. Moi, chaque fois que je lis cet ouvrage, j'en sors secoué. Alors évidemment, on n'a pas forcément toujours envie de se faire, entre guillemets, malmener, parce qu'on se fait malmener finalement. On se fait malmener au même titre que le personnage. On rigole moins que dans Trinity. Voilà, on souffre avec lui, mais une œuvre qui est capable de faire ça, c'est en tout cas une œuvre qui a de l'impact, toi. Et puis j'ai même envie de dire qu'il y a un soupçon d'espoir à la fin, quand il s'en va dans la neige, sous une aurore boréale. Voilà, et on sait qu'il va devenir un héros. Donc, quelque part l'espoir est là, quoi qu'il arrive. Mais voilà, moi, vraiment, ça a été à l'époque un coup de poing dans l'estomac. Et encore aujourd'hui, je trouve que ça fonctionne en soi. Et en plus, si on aime le personnage, alors oui, c'est un incontournable. Même si, pour rentrer dans des choses plus de geekerie et d'édition, dans la suite des publications autour de Wolverine, ils nous ont tellement dit qu'il lui avait manipulé le cerveau qu'après coup, on ne sait plus exactement ce qui s'est réellement passé, ou exactement, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça, est-ce que c'est des implants dans son cerveau, tout ça reste, à un moment donné, ils ont rejeté du flou là-dessus, mais bon, ça c'est du détail de publication. Dans l'absolu, c'est le point de départ de Wolverine. Ouais. Voilà. Grosse claque. Ouais, bah moi, pendant que tu parlais, moi j'étais en train de le feuilleter et moi, ce qui me frappe, c'est les couleurs. Je sais que Matt, toi, t'as dit que t'aimais pas trop. Moi, au contraire, je trouve ça... Le dessin fait son époque et en même temps, c'est hyper détaillé. Enfin, je le trouve magnifique. Mais moi, ce qui ressort le plus, c'est les couleurs, quoi. C'est le fait que il n'y a aucune case qui est coloriée de la même manière. Et que... Je sais pas. En tout cas, juste... la couleur me donne envie de le lire, quoi. Et je trouve que la manière de le coloriser fait que ça paraît très moderne aussi, très au final indé aujourd'hui peut-être. Ouais, c'est juste. Mais en tout cas, je pense que je vais me jeter dessus et je vais le lire. Il est trouvable dans plein d'éditions. Alors la plus belle reste celle de Jean, avec le papier qui a vieilli le papier un peu rugueux de l'époque. Et on comparait avec ma version, moi qui est une espèce de version récente, Best of Marvel à 7 €, là, qui est vraiment pas belle du tout. C'est pas la même BD de le lire sur un papier comme ça, enfin sur un papier mat, que sur un papier brillant. Vraiment, je trouve que ça fait une différence. Là, c'est vraiment pas beau sur la mienne. Enfin, alors que la vieille version de Semic, je trouve que ça va ça fait un ensemble en fait. Je trouve les couleurs et ce papier et ce dessin. En fait, c'est le problème de tout. Tu sais, les rééditions X-Men là, qui font. Ouais. C'est ce papier glacé. Encore celui-là, il est pas trop mal. Parce que dans les autres, toutes ces colos là sur du papier brillant, ça rend rien. C'est ignoble. C'est ignoble. T'as l'impression que il va t'en rester sur les doigts une fois que tu auras fini de lire. On est d'accord, c'est pas de la couleur digitale. Ça a été fait à la main. Je pense. Oui, dans les années 90. 91, il y a des chances. Ouais. Bon, c'était à la ronéotypeuse, hein, donc. Ouais. D'ailleurs, alors, anecdote, à l'époque où c'est sorti, dans la continuité des X-Men, on pensait encore que ces griffes avaient été posées par l'expérience, l'expérience X. Et quand l'arme X sort, en fait,
il parle pas des griffes et il laisse planer le mystère. Juste à un moment donné, quand il est dans la cuve et qu'il lui injecte l'adamantium, il y a une alarme qui dit on a une absorption anormale au niveau des poignets. Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, je crois que tu as le professeur qui dit non, mais laissez. Et donc on sait pas trop. On a l'impression que et c'est seulement après. Et je crois que c'est paru dans les 2 ans qui ont suivi l'arc des X-Men dans lequel Magneto lui arrache son adamantium. Oui. Et donc on pense qu'il lui a arraché ses griffes aussi. Et quelques numéros après, on découvre qu'en fait, il a des griffes en os et qu'il a toujours eu ses griffes. Et quand Barry Windsor-Smith écrit l'Arme X, je pense qu'il le sait déjà, sauf qu'il peut pas le dire ouvertement. Pas mal. Ok, d'accord. Sur cette anecdote, je vous propose qu'on clôt ce focus et qu'on clôt aussi cet épisode. Et merci Mathieu. Oui, Merci merci. Mathieu. Premier on propose focus. ça. Mais ouais, Et félicitations. C'était hésitant, mais passionnant. Pas du Non. tout. ouais. Et puis je suis tombé sur un bon sujet quand même, faut dire. Non, mais en tout cas, tu m'as convaincu d'y jeter un œil. Et c'est le but, c'est que les gens qui nous écoutent aient envie de lire ce qu'on leur propose. Et moi je suis content d'être tombé sur le focus et pas sur le HLB où il fallait parler de Ironheart et Eyes of Wakanda et puis tout Vous voulez que je reparle de Eyes of Wakanda? tout le fond de la J'ai cuvette. préparé Non, maintenant. c'était déjà trop long la dernière fois. Tout. Non, tu te rends compte quand même ce dont on vient de parler. Bon, la qualité est variable maintenant, on va dire. Je sais pas ce que tu veux dire là. Tu veux dire que c'était mieux avant? On est en train de le Non, perdre. non. C'est ça que tu es en Il fait train un de dire? AVC, je crois. Non. C'est que la qualité était nettement moins variable que maintenant. Ça se dilue, tu vois ce que je veux dire? Enfin, le puits à idées et à talent, etc., n'est pas infini, si vous voyez ce que je veux dire. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sortaient aussi à l'époque, mais qui sont pas restées dans la postérité et qui ont été oubliées. Moyennement convaincu. Ouais, je trouvais que ça se tenait, moi, comme argument. Non, mais voilà, sur sur cette tech de vieux con, Ouais. J'ai le droit. je vous propose qu'on clôt le focus. Sur ce 400, pas du tout. Sur 249e. Vous avez vu cette épisode. transition, je l'ai totalement raté. Pas du tout. Arrêtez de vous J'ai flageller appuyé, les uns les sur le autres. bouton au mauvais moment. Non, mais très bien, mais tu vois. Sur ce 249e épisode Comics Outcast est terminé. Merci Matt. Merci Mathieu. J'adore le solo de guitare là. Merci Jean. Merci Coutou. C'est à toi. Matt, où est-ce qu'on peut te Lequel retrouver? On a dit que Matt c'était toi. Ah oui. Eh bien, vous pouvez me retrouver, selon ma phrase habituelle, au milieu de la Seine-Saint-Denis. Géographiquement au milieu de la Seine-Saint-Denis. Depuis plus de 25 ans maintenant. Et oui, c'est un sacerdoce. Sinon, c'est une bonne question. Alors en fait, retrouver nulle part aussi. comme je suis un vieux con, je fais exprès de rester sur Twitter. Puis comme je suis un vieux con, je dis Twitter. Sur les internets multimédia, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit moi qui parte. Je suis d'accord avec J'aime toi. bien cet Voilà. argument. Ouais. Voilà. Alors Surtout ensuite, aujourd'hui. bien évidemment, je fais attention où je mets les pieds. Hein. Je fais comme Braddock, Ouais. si vous avez la ref. Oui. Ouais, on est vieux aussi. Hein. Mais je mets les pieds où je veux et Surtout dans la gueule. Souvent sur Twitter. Mathieu, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien moi, on peut me retrouver. Où est-ce qu'on peut me retrouver pas sur Twitter du tout, sur Blue Sky. Voilà, c'est ça. Sur Blue Sky, El Ramouche. Voilà, c'est mon petit pseudo. Voilà. Et ça va Et- encore sur Blue Sky, c'est vivable ou ça y est, c'est déjà... Non, sur Non, Blue c'est Sky, ça chouette, reste Blue Sky. assez épargné par les Après, il faut suivre les bonnes personnes et bloquer les mauvaises méchants. Ouais, comme l'autre, quoi. Et sur le Discord, évidemment. personnes, évidemment. Voilà. Et qui anime avec grand talent le club de lecture. Et avec retard, souvent. Bah, je ça, suis c'est pas pas grave. tout à fait dans le bon timing, mais Ça, Oui, L'important, c'est de lire. oui. c'est ça. Et puis ça rencontre un succès incontestable. C'est pas faux. Que d'éloges. Jean, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Instagram. Il y a un compte à mon nom, Jean Voca, où je publie quasiment rien. Voilà. De temps en temps, je passe une tête sur le Discord discrètement.
Et puis, par contre, pour les 3 personnes qui suivent encore et qui attendraient, sachez qu'un nouvel épisode de la cartographie des chimères Ah oui, Ah oui. va bientôt sortir. Oui. Voilà. excellent. Qui sera annoncé sous peu. Voilà. Mais toi d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver Oh, bah, Nous te retournons la oh. question. Moi sur Blue Sky, en ce moment je parle beaucoup de Pokémon, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Tuktuk. Et sur Tuktu, oui, exactement. Tu vas acheter le Pokémon sur Switch 2 là qui ressemble à Dragon Quest Builders? J'ai pas de Switch 2, mais Bah, mais ça va venir. oui, il me plaît beaucoup. Et ben voilà. Donc déjà, je vais jouer à Legend Zelda et sur Switch 1, donc ça va ramer de ouf, mais j'ai l'habitude. Donc Vous m'avez perdu, vous m'avez tellement perdu. bah, Parce qu'on- et bah avec vous m'avez Tuktu, perdu sur des comics. avec Tuktu, c'est notre Weapon X à nous, il aime souffrir. En tout cas, bravo et merci pour cette Bravo, Tuktu, ouais. présentation. Bah merci, j'ai un peu C'était super. ma langue est un peu ripée parfois, mais Mais pas c'est du bien tout. passé, je suis content. Mais pas du tout. De toute façon, hein, c'était pas le bac, c'était pas le grand oral du bac non plus. Hein. Non, tout va bien. C'est la semaine prochaine. De toute façon, c'était la répète, là, on enregistre maintenant en fait. Ah parce qu'on n'avait pas enregistré. Non, c'était juste on répétait l'émission, et Ah là très on y va. bien, ok. Et bah cool. Je suis prêt. Bah si tu veux, je finis et puis on réenregistre ensuite. Ça marche. Ok, c'est parti. Dans la foulée. Vous êtes prêts Vous Dernier appel, Croissant Outcast est de retour Oh très oui. prochainement sur les ondes. Ah ouais. Encore 2-3 semaines à patienter avant de pouvoir nous entendre déclarer notre amour pour plein de BD disponibles en France et en français. On présente pas forcément que des comics, on peut parler de BD franco-belge, de manga, de webtoon. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ou sur Discord si vous voulez qu'on parle de quelque chose. Ça se trouve, ça inspirera un chroniqueur ou une chroniqueuse, ou peut-être pas du tout, mais essayez quand même. Et sur ce, bonne soirée à toutes et à tous. Ouais, moi je fais un bisou spécial à Lionel et à Guigose et à Adrien, notre cher Z2E, qui sont passés sur le chat vocal. Eh ben, ça fait plaisir. Et ça fait Bah, bien merci plaisir de nous de avoir vous avoir. écoutés en Merci les gars. Merci les gars et des gros bisous. Bisous à tous. À très Bisous à bientôt tous. sur les Bye, ondes bisous, bisous. de Comics Podcast. Ok, donc là on recommence, on refait la blague d'intro. Ouais, Vous vous rappelez c'est ça. la blague Ouais, Exactement. c'est ça. Donc vous allez encore me On bully, est c'est d'accord. ça Ouais. Donc Ouais. j'arrive, je dis c'est le nouveau qui présente. C'est ça. C'est Clou-Clou, c'est ça Clou-clou. 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 Après, on- Tu sais, Clou-Clou, c'est comme Clou-Clou, mais c'est Clou-Clou. Clou-Clou et des cloudettes. Ouais. En fait, Et si j'avais un marteau? Si j'avais un marteau? Clou-Clou? vous vous trompez, en fait, ça se prononce coucou. Le T est silencieux. Fin de transmission.
Fin de transmission.